J'ai déjà lu à quelque part que pour parfaire un art, peu importe l'art, on devrait consacrer un minimum de 10 000 heures pour atteindre une certaine perfection dans cet art-là. Si on fait une moyenne, mettons, on parle, 40 heures semaine, dans une année normale de travail qui est plus ou moins 50 semaines, ce qui veut dire plus ou moins 2 000 heures par année. Pour se rendre à 10 000 heures, on devrait prendre quoi? 5 ans pour se rendre à 10 000 heures? Veux-tu bien me dire pourquoi, si, mettons, en moyenne, on commence à parler à 2 ans, qu'à 18 ans, il y a encore du monde qui ne sont pas capables de parler la langue française comme du monde? Veux-tu bien m'expliquer ça? Très, très bonne question. Ce matin, j'étais avec non seulement mon cousin. Je suis très content. Là, avec la pandémie, on a vécu tout le monde. On a tous vécu les confinements, ainsi de suite. On a tous été plus éloignés, je dirais, physiquement, peut-être des personnes. Aujourd'hui, on s'est lancé l'idée, peut-être il y a une couple de mois, pratiquement, au début, plus, ouais. à peu près, de faire un podcast là-dessus. Fait que, François, je te laisse te présenter. Bon, mais c'est François Lavallée, mon nom. T'as beau t'appeler Jubainville, on est quand même des cousins. Exact. Alors, moi, je suis traducteur de profession. J'ai été traducteur toute ma vie. J'ai fini mon diplôme en traduction à l'Université Laval en 85, puis j'ai exercé cette profession-là depuis ce temps-là. Donc, ça fait quoi? 35 ans, quelque chose comme ça. C'est ma passion de ma vie. En fait, ma passion de ma vie, c'est plutôt le français comme langue. Puis bon, j'aurais voulu être écrivain. En réalité, on ne gagne pas trop sa vie avec ça. Donc, le plus proche, d'après ça, c'était traducteur. Donc, je suis traducteur, pas tant que ça. Ben oui, j'aime les langues étrangères, mais c'est surtout le français que j'aime. Donc, j'ai pas de passion. Je traduis anglais-français. Je n'ai pas de passion particulière pour l'anglais, mais ce que j'aime dans mon métier, c'est de prendre des choses en anglais puis de jouer avec les mots dans la langue française. Okay. Donc, me présenter globalement, je suis traducteur depuis toujours. J'ai enseigné la traduction à l'Université Laval. J'ai ma propre école de traduction de formation continue. Présentement, je suis vice-président de la formation à la qualité dans un cabinet de traduction de Québec, une centaine d'employés. C'est vraiment ma passion et puis je m'emploie même dans mes temps libres à lire, à perfectionner mon français. Je contribue au Wiktionnaire, que je connais le Wiktionnaire, c'est l'équivalent du Wikipédia, mais sauf que c'est un dictionnaire de langue. Alors, ces contributions libres. Tu fais partie de ça, toi? Ça fait 15 ans que je fais plusieurs dizaines de milliers de contributions au Wiktionnaire. Donc, ça fait partie encore une fois de ma passion quotidienne, juste pour jouer avec les mots. Moi, devant un mot, moi, je suis heureux. Oui, puis on parle d'un mot. On va dire aussi une histoire familiale, on va appeler ça de même. Un fervent amateur de Scrabble. Je sais que tu as joué beaucoup de games de Scrabble avec mon père aussi. Oui, Scrabble avec ton père, c'était de next level. C'est autre chose. Mais tu sais, ton père était très pédagogue, comme tu sais. Quand j'ai commencé à jouer avec lui, la première chose qu'il a faite, il m'a donné une liste des mots avec les lettres difficiles. Tu sais, les W, les X, les Y. Puis j'avais, pas 13, 14, 15 ans. Là. Amuse-toi avec ça. J'avais le droit de consulter la liste des mots pour jouer avec lui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment aimer le Scrabble parce que tout d'un coup, c'était possible de faire parce que sans ça, tu te retrouves avec un W. Tu penses juste à wagon, puis tu n'as jamais les lettres qui vont avec. Parce que là, alors, c'est vraiment. Maintenant, je les connais par cœur, tous ces mots-là, mais c'était vraiment bien parce qu'avec lui, c'est ça, il y avait vraiment cette. Puis Raymond, c'est le premier que j'ai vu voir faire des Scrabbles régulièrement, là, poser ces 7 lettres. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Donc, effectivement, ça fait partie de ça. Là, jouer avec les mots, c'est jouer avec les lettres aussi. On parle avec quoi, 13, 14 ans, tu dis? Oui, autour, là, quelque chose comme ça. Quand même. Mon point le matin, à ce temps que les présentations officielles sont faites, j'aimerais ça qu'on parle, comme on vient de dire, mon père, c'est un homme qui était très passionné aussi par la langue française, autant par la lecture, par le Scrabble. Il était graphiste de métier aussi, donc tout ce qui était publicité puis tout, il n'y avait pas le choix, les oreilles pas à la tête. Ma mère qui était secrétaire toute sa vie, donc sa job a été de reprendre le français de ses collègues. Je ne suis pas le gars qui parle nécessairement parfaitement français. Tu sais, ça va m'arriver. Hein, tu sais, en écrivant l'OUBIES, un ER, de le mettre en E, ça va m'arriver des fois. Tu sais, la conjugaison française, on va se dire, est très, très particulière. Ça, on ne se le cachera pas. Ça va m'arriver à un moment donné, un si puis un ré, il va me sortir de la bouche une fois de temps en temps. Ça arrive à tout le monde. On va se dire. Moi, ce que je veux parler... Moi, ça ne m'arrive pas. Non? Avec un si puis un ré, non. Mais c'est très rare. Puis même moi, quand ça m'arrive, tu sais, ça... si j'avais pas si excuse-moi mais c'est rare, mais ça arrive dans le sens
Ça, je pense, j'appelle ça des erreurs de parcours. Il y a de quoi que ça a comme sorti, ça sonnait bien, entre guillemets, fait que ça a sorti. Je suis un gars qui utilise aussi des anglicismes. Je pense que c'est rendu dans notre culture, dans notre façon de faire. Qu'est-ce que je veux parler avec toi? Où est-ce qu'on a perdu un certain sens à la langue française? Je t'explique. Où est-ce qu'on est arrivé avec ils jouent, ils risent, fac, nomme-les tout. Où est-ce qu'on s'est perdu avec les autant on parlait ce matin parce que ça fait quoi? 1 heure et demie, 2 heures peut-être qu'on jase avant podcast. Puis on parlait plein d'affaires, on parlait de pandémie, la COVID, la technologie, où est-ce que ça s'en va, tout ça. On parle de technologie, de texto. Où est-ce que les fameuses voyons comment on appelle ça, des abréviations, où est-ce qu'ils sont arrivés? Pourquoi il y a des mots qui ressemblent même pas aux mots d'origine? Où est-ce qu'on a perdu tout ça? Puis où ça s'en va, tout ça? Oui, c'est une bonne question. Mais en fait, dans ta question, il y a un présupposé qui est que tu dis où est-ce qu'on a perdu ça? Ouais. Alors, ça suppose qu'il y avait un moment où on l'avait. On avait quoi exactement? C'est ça qui est la question. Point. Ben oui. Point. Tu sais, parce que c'est quoi une langue sans erreur, par exemple? C'est la question. La façon dont tu poses ta question, c'est comme s'il y avait une langue parfaite qui existe à quelque part, puis nous, notre but, c'est on part du bas de l'échelle, il faut s'approcher de ça, puis on ne réussit jamais à l'atteindre, ou certaines personnes réussissent vraiment à l'atteindre. La langue, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Okay. Il y a plusieurs versions d'une langue. Il y a plusieurs, on appelle ça des variantes du français. Pour une fois qu'on utilise le mot variante, autrement. Okay. Alors, les variantes du français, bon, on sait qu'il y a le français de France, le français du Québec, mais même à l'intérieur du français du Québec. Suisse, même oui, mais même à ça, à l'intérieur d'une région comme le Québec, la façon dont moi je te parle met un cultivateur à côté de moi, par exemple, il n'y aura pas les mêmes mots que moi, mais un technophile, par exemple, à côté de moi, qu'on appellerait un nerd aussi, il va utiliser peut-être plus de mots anglais que moi. Bon, les régions aussi. Les régions, le guide d'instruction, l'environnement familial, tout ça. Donc, il y a plusieurs français différents. Donc, c'est vraiment important. Il n'y a pas un français parfait qu'il faut maîtriser. Fait qu'on n'a jamais rien perdu, en fait. Tout ce qu'on est, on est le résultat au Québec d'une évolution de la langue qui est fascinante en passant. Oui, là, oui, ça oui. Parce qu'il faut bien préciser que la langue qu'on parle au Québec est très proche de la langue que Louis XIV parlait, que Louis XV et Louis XVI parlaient à la cour. Okay. Hier, justement, j'étais avec les beaux-parents de mon fils qui sont français. Je leur ai fait remarquer que quand on dit, par exemple, mets ton verre sur la table, OK? Je te jure, là, il y a des guides de bon parler français de l'époque de Louis XIV, au 17e siècle, qui disaient il faut prononcer sur la table, c'est-à-dire il ne faut pas prononcer le R du mot sur. Okay? C'était comme ça qu'on parlait à la cour de France. Tout ça a changé en France avec la Révolution. Je ne savais pas toute l'histoire, là, mais il y a beaucoup de choses qui sont caractéristiques du français québécois que nous, on a conservé parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, c'était l'époque de la monarchie française. Et puis après ça, c'est en France que la langue a changé et nous, on a conservé l'ancienne façon de parler. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne façon de parler à travers tout ça? À l'époque où on était encore dans la colonie française, la Nouvelle-France, donc en gros entre 1600 et 1760, disons, quand il y avait des Français de France qui venaient ici dans la colonie, on a quelques témoignages, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 9 ou 10 témoignages de gens qui arrivaient de la France puis qui ont commenté comment on parlait français ici. Okay. Et tous les témoignages, à 100%, disent qu'on parle un français très pur, qui est identique à celui de Paris. Donc, ça, c'est pendant la Nouvelle-France. Ça, j'en doute pas. Alors, mais c'est en France qu'ils ont changé la façon de prononcer. Ce n'est pas nous qui avons changé. OK. Donc, où est le français pur là-dedans? C'est quoi l'idéal qu'on veut atteindre? C'est pas évident à définir. Oui, puis on en parlait tantôt, tu sais. Puis je ne veux pas taper la tête à personne, là, mais tu sais, beaucoup de Français de France, justement, vont utiliser plus d'anglicisme que nous autres. Tu me parlais de Ice Tea tantôt, un thé glacé. Thé glacé, il n'y a pas plus. Il y a des expressions. Des fois, tu tournes dans le technique, c'est une autre histoire. Un thé glacé. Il n'y a pas 1 million de façons d'appeler ça. C'est du thé qui est glacé. Tu sais. Puis tu n'as pas réussi à te faire comprendre. Parce que, je vais raconter l'anecdote. Oui. J'étais en France, donc j'étais à un comptoir de je ne sais pas quoi, un genre d'équivalent du Tim Hortons, je ne me souviens pas. Mais il fallait que je demande ce que je voulais pour boire. Ce qu'on appelle un breuvage au Québec, qui sonne très bizarre en France. Il faut dire une boisson là-bas. Un breuvage en France, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est comme une potion un petit peu. OK. Plus cocktail un peu, mettons? Non, plus vraiment ce qu'une sorcière va te servir. Là. Tu sais, buvez ce breuvage, c'est un peu une concoction un peu bizarre. Faut que tu te poses des questions. Là. Oui, c'est ça. Alors, bref, je demandais ma boisson. Et puis, j'ai vu une bouteille de thé glacé sur la tablette. J'ai demandé, je vais prendre un thé glacé. Et puis là, la personne me répond, Ice Tea. Et là, je n'ai pas compris sur le coup ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, j'ai peut-être mal prononcé. Donc, j'ai répété, thé glacé.
Elle me répétait encore Iced Tea. Et là, j'allais répéter thé glacé. Là, j'ai compris qu'elle me disait Iced Tea, donc thé glacé en anglais. Et j'ai dit oui, Iced Tea. Et je n'en revenais pas. Je trouvais ça vraiment bizarre que nous, ça me paraisse tellement naturel. Puis pourtant, comme tu dis, on en a quand même beaucoup de mots anglais qu'on utilise ici. Mais celui-là, jamais on va l'utiliser. On ne dit jamais Iced Tea, jamais on dirait. C'est très rare. C'est très bizarre. Il faut que tu fasses attention avec ce que tu as dit tantôt. Par contre, on a tendance beaucoup à reprocher aux Français, à se moquer des Français, comme quoi ils utilisent beaucoup d'anglicisme. C'est vrai qu'ils en ont beaucoup. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Ben, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes. Donc, on entend les leurs, on n'entend pas les nôtres. C'est vraiment important. Je ne sais pas si on peut faire une quantification du nombre d'anglicismes que les Français utilisent. Mais encore une fois, c'est une question de milieu, de qui parle, etc. Tu sais, en France, en réalité, certains domaines comme le journalisme, par exemple, ou dans le domaine de la finance, par exemple, on utilise beaucoup de mots anglais dans le domaine de la gestion. On ne va pas dire gestion en France, on va dire management, par exemple. Il n'y a pas de directeur, c'est des managers, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est des domaines ou en technologie, même chose. Mais moi, j'écoute beaucoup d'émissions de télévision, des radios françaises. Puis honnêtement, il y a très, très peu de mots anglais qui sont utilisés couramment. Okay. Après ça, c'est sûr que dans le jargon ou pour être à la mode ou dans le domaine du marketing, par exemple, dans la publicité, oui, ils vont en utiliser beaucoup. On ne dira pas mode, on va dire fashion, on ne dira pas du magasinage et du shopping. Et c'est ça. Ce ne sera pas vert, ça va être green, etc. Ah ouais, il y en a énormément. Et la lunchbox pour la boîte à lunch, tout ça. Bon, ben, regarde, j'ai dit boîte à lunch. Ben, c'est pas mieux. J'ai quand même dit le mot lunch, au fond. Ouais, bon. Ouais. Donc, c'est important, mais c'est parce que nous, on les entend. Mais ici, surtout chez les jeunes, tu vas dire ça, c'est weird, ça, c'est nice. On en entend beaucoup aussi, sans parler des anglicismes camouflés. Tu vas dire, j'ai cancellé mon appointement. Cancellé, ça sonne français, mais c'est tout cancel quand même. Bon. Alors, c'est encore un anglicisme qui paraît peut-être moins, qui est comme on l'habille en français. Alors, c'est très dur de dire les Français ont plus d'anglicismes que nous. C'est parce qu'on les entend. Ils nous choquent plus parce que dans notre tête, dans notre représentation mentale, les Français, ils devraient parler un français exempt d'anglais. Mais ils ne sont pas mieux que nous. En réalité, dans le sens, ils sont entourés de l'anglais comme nous aussi. Petite anecdote, sur YouTube, tu pourrais trouver, malheureusement, je ne me souviens pas du nom de la personne, il y a une Française qui vivait au Québec, qui en avait assez d'entendre cette accusation-là, parce que les Français, on ne se gêne pas pour leur tomber dessus sur cette question-là. Un moment donné, elle a dit, elle a pris un film, tu sais, Starbucks, est-ce que ça se peut l'histoire du type qui avait donné beaucoup de sperme à une banque de sperme? Là. Starbucks, oui. Bon, ils ont fait, c'est un film québécois, puis il y avait une version française, je pense qu'ils ont fait un remake en France. Elle a repris le même film en québécois et en français, puis elle s'est mise à comptabiliser, parce que c'est le même film, donc c'est le même sujet, tout ça. Elle a comptabilisé les anglicismes. Puis elle avait compté, je ne sais pas, une trentaine dans le film québécois, puis un seul dans le film français. Fait, je me disais, OK, c'est anecdotique en même temps, mais je pense que si on faisait vraiment un décompte complet, si on commençait à regarder tous les mots anglais ou les anglicismes qu'on utilise dans notre langue au Québec, on en a pas mal plus que les Français, pour une raison bien évidente, on est à proximité de l'anglais, beaucoup plus que les Français. Donc, il faut faire attention. Mais je veux juste rajouter un petit quelque chose. Cette accusation-là qu'on fait au sujet des Français, moi, ça m'agace beaucoup. Les Québécois ont l'impression, les Québécois se disent qu'ils sont plus complexés, ils ne sont plus complexés comme avant par rapport à leur langue. Là. Le joie, c'est des lettres de noblesse et tout ça. Mais moi, je pense que le fait qu'on tombe toujours sur la margoulette des Français en leur reprochant d'utiliser les anglicismes, ça prouve qu'on est encore complexé. Le jour où on sera plus complexé envers les Français de France, on n'aura pas besoin de leur reprocher leur façon de parler. Tout à fait. Puis ça, je suis bien d'accord. Même principe que n'importe quoi. Puis ça s'applique sur tout. Si tu reproches souvent quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que tu manques. Ça a été prouvé, la jalousie, souvent, c'est ça. Si tu es jaloux de quelqu'un, de quelque chose, d'un job, d'une personne, d'un autre homme, d'une autre femme, peu importe, souvent, c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir. Je ne dis pas sur tout. Il va y avoir des cas particuliers, des fois, qu'il y a une jalousie créée puis qui est justifiée. Mais en général, quand tu es jaloux de quelque chose, c'est quelque chose, comme tu dis, que tu manques. Parce que si tu l'as, ou que tu sens que tu manques. En fait, c'est un sentiment d'infériorité. C'est ça qui est bizarre dans le domaine de la langue. On se sent inférieur aux Français. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, les Français ne sont pas meilleurs que nous autres. Mais non, je veux dire, le jour, tant que tu veux critiquer la façon de parler des Français, c'est parce que tu te sens inférieur. Ouais. En passant, les Belges et les Suisses, d'après ce que j'en ai entendu parler, ont le même genre de complexe par rapport aux Français aussi. Ah ouais? Les Belges francophones et les Suisses francophones. Les Suisses en particulier, j'en ai déjà entendu parler. Donc, je ne sais pas pourquoi. On pourrait se poser la question, d'où vient ce sentiment d'infériorité-là? Si tu le fais, justement, les Français de France, on parlait tantôt du rejet de conseil, du mâle alpha, c'est-tu autres le fait que la France, le français, ça vient de là, au même titre que l'anglais, l'Angleterre, mettons. C'est ça qui fait que c'est comme c'est ça, le mâle alpha de la langue française selon des générations, qui fait qu'un Français doit parler le français
exemplaire, c'est peut-être Oui, ça. on dit normatif en linguistique, en français normatif. C'est sûr que d'abord, le français, bon, les Français, le français, la France, les mots sont pareils. Hein, donc, un Français, ça vient de France. Bon. Donc, c'est comme la norme, la référence. En même temps, il faut ajouter aussi, les Français ont une culture immense. Ils ont des écrivains immense, OK, à partir de... l'histoire les bacs pour ça. Là, ben oui, puis ils maîtrisent la langue. En tout cas, les meilleurs d'entre eux maîtrisent très, très bien la langue. Les grands écrivains, que ce soit, je ne sais pas, Camus, Victor Hugo, on peut en nommer plein, Voltaire, Rousseau, tout ça, c'est quand même très écrasant pour nous d'essayer d'imiter des choses comme ça, parce que ce sont des gens qui maîtrisaient parfaitement la langue et qui ont aussi établi la norme. C'est plus une question de norme, en fait. Parce que tu dis, par exemple, tu parlais de ils jouent tantôt. Bon, pourquoi on dit ils jouent? Pourquoi en France, ils ne disent pas ils jouent? Mais qui a décidé qu'on n'a pas de point? Qui a décidé ça? Qu'il faut dire ils jouent au pluriel et non pas ils jouent? C'est parce que c'est l'usage en France qu'on considère que c'est fautif de dire ils jouent. Si les Français disaient ils jouent, on dirait ils jouent. Je donne un exemple. Qu'est-ce que c'est ils jouent? Ils jouent, tu rajoutes un Z ou un S, on ne sait pas trop comment l'écrire. À ton mot. Ils jouent. OK. Spontanément, on sait tous pourquoi on dit « il joue » plutôt qu'il joue. Si on dit « il joue », on a l'impression que c'est un singulier, une personne. Okay? Donc, on rajoute le Z pour être bien sûr que la personne à qui on parle comprend qu'on a un pluriel. Il y a vraiment une logique à travers ça. Il va falloir qu'elle rise, mettons. Ils risent, oui, c'est ça. Alors, il y a une logique à travers ça. Moi, je veux te communiquer, je veux régler une ambiguïté avec mon Z pour que tu comprennes que je parle de plusieurs personnes et non pas une seule. Parce que le « il », comme tu dis, il joue ou il rit, ben ça peut être un singulier comme un pluriel. Oui. Je rajoute un Z. C'est ce qu'on appelle une consonne euphonique en linguistique. Okay? Euphonique, ça veut dire qu'on rajoute la consonne juste parce que ça sonne mieux ou parce qu'on veut éviter, par exemple, qu'il y ait deux voyelles qui soient une à côté de l'autre. Les consonnes euphoniques, ça existe en français de France, en français standard aussi. Par exemple, si je dis « votant », le T apostrophe ou le T trait d'union, il ne veut rien dire. OK? On pourrait dire va-en. OK? Mais on rajoute le T parce que toi, a-t-il bien mangé aujourd'hui? Le T de a-t-il, le T ne sert absolument à rien. C'est pour éviter de dire a-il bien mangé. C'est pour la phonétique. On va dire il a bien mangé. Si tu inverses le il et le a, ça ferait juste a-il. Mais comme tu dis, phonétiquement, c'est pour ça qu'on parle d'euphonie, on rajoute le T. Pourquoi? Bien, spontanément, les gens se sont mis à faire ça. Mais vu qu'ils le font en France aussi, les grammairiens ont dit on rajoute un T dans cette situation-là. Il n'y a aucune explication autre que comment ça sonne. OK? Alors, si c'est les Français qui font ça, puis que c'est les grammairiens qui définissent la langue qui sont en France, ils vont dire on met un T dans cette situation-là. Si c'était juste les Québécois qui le faisaient, on dirait non, en France, ils ne le font pas, donc on n'a pas le droit de le faire. Mais ça ne marche pas comme ça. La langue ne marche pas comme ça. Oui, puis j'aime. C'est vrai que c'est souvent avec le « il » que ça va arriver. On parle de jouer. On prend joue parce que c'est le classique. Le Canadien, il joue à telle heure, puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que nous, vous, ça sonne bien. On va dire, vous jouez, nous jouons. On ne dira jamais vous jouez. C'est rare. À part se faire exprès. C'est ça, exactement. On peut jouer avec la langue, mais on peut le faire. Oui. Mais c'était justement pour peut-être exagérer quelque chose. Mais effectivement, dans le parler de tous les jours, c'est la différence entre tu veux parler de « il », là, c'est-tu « il, lui » ou « il, eux autres ». Là, tu veux éviter de dire « il, les Canadiens de Montréal ». Le « joue », j'aime bien ce côté-là de... Parce qu'on s'entend qu'en anglais, « he »,« they », ça règle le problème. He plays, they play, donc en anglais, c'est un peu l'inverse. On va rajouter le S au singulier. Il est juste à la troisième personne, le S. Oui, c'est ça. Mais c'est important parce que ce qu'on vient de dire est super important parce qu'il ne faut pas considérer les gens qui disent qu'ils jouent comme des gnochons parce qu'en réalité, il y a une raison derrière ça. C'est la même chose pour beaucoup d'erreurs de français, entre guillemets. Remarque bien que ça n'empêche pas le fait que la façon correcte de l'écrire ou de le dire, c'est qu'ils jouent quand même. Okay? Mais on a le droit de jouer. C'est quoi de dire de jouer sur les deux registres. Okay? Moi, je ne dirais jamais ils jouent. J'ai été élevé comme ça. Puis je pense qu'on me comprend quand même. Okay? Que quelqu'un dise ils jouent, bien, c'est sûr qu'on va dire qu'on va il est comme marqué socialement. La personne qui dit il joue, on va le reprendre, mais on va aussi avoir une perception de lui qui va être, ou de elle qui va être différente. On va dire cette personne-là a moins d'éducation, etc. Donc, on peut même se ridiculiser dans notre façon, dans nos choix de mots, nos prononciations, tout ça. Mais ça aussi, c'est humain et c'est social. Dans toutes les sociétés, il y a des façons de prononcer les mots qui sont associés à la haute société, d'autres qui sont associés à ceux qui n'ont pas d'éducation, puis tout ça. C'est vrai. Tout ça est humain, puis on ne peut pas se sauver de ça. On ne pourrait pas tout le monde parler la langue de la même façon, avec le même accent.
Ça ne marche pas. Ouais. Va en Angleterre, par exemple, c'est frappant. En Angleterre, les gens, c'est un sport national là-bas de deviner de quelle région précise tu viens à partir de ton accent. Je me suis fait raconter ça encore une fois par des gens qui vivent là-bas. Alors, aussi au Québec, aux États-Unis, on peut le faire aussi. Quelqu'un qui est de la Gaspésie, on va reconnaître un peu son accent. Aux États-Unis, c'est ça. Mais apparemment, en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus précis que ça. Okay. Et il y a vraiment des variantes très, très subtiles d'une région à l'autre. Puis si ton père est d'une région, puis ta mère d'une autre, là, tu vas avoir une espèce d'hybridation, puis tout ça. Bon. Alors, est-ce qu'on devrait, à partir de là, rêver que tous les Britanniques parlent tous le même anglais avec le même accent? Ça n'aurait aucun sens. Ça serait pas, on est dans une époque de diversité, donc on ne voudrait pas. Alors, il faut respecter la diversité. Mais ça prend une norme quand même. Ben oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Puis là, peut-être tu ne pourras pas m'y répondre. Ça se peut. Parce que, comme je te dis, tu connais probablement la langue française beaucoup plus que 90% de la population, fort probablement. Où est-ce qu'on parle d'accent? On parle justement de phonétique. Qu'est-ce qui fait que, là, on ne parle pas des accents circonflexes, accents graves, accents aigus qui font que ça, c'est normal. Si c'est de la pâte, s'il y a un accent circonflexe, ça va. Mais c'est la pâte et l'accent québécois. Oui, c'est ça. Moi, c'est là que je voulais amener ça. Pourquoi qu'une baleine et une baleine, il est où, ça aussi, ce petit éclat, une guitare? On parlait justement d'un crabe, un crabe. Ouais. Il est où, celle-là, ce petit... Qu'est-ce qui fait que, justement... Puis, comme je dis, c'est pas juste l'accent de pout puis pout, c'est là, baleine. Ouais. C'est la même, il est écrit de la même façon. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Bien, c'est la même affaire. Encore une fois, c'est ton point de départ qui est mauvais, en fait. Okay. C'est qu'on part d'un point de départ sur lequel il y aura un français parfait, puis là, après, il y a des variantes par rapport à ça. C'est le contraire, en fait. Okay? Regarde comment est-ce que le français s'est développé dans l'histoire. Au début, c'était quoi le français? C'était le latin. On dit que c'est le latin. Ouais. Le latin était parlé dans tout l'Empire romain. Okay? Les Romains ont conquis ce qui s'appelait la Gaule à cette époque-là. Les gens parlaient, je ne sais pas, le gaulois, quelque chose comme ça. Les fans d'Astérix vont se replacer dans le tel. Exactement. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé graduellement pendant, ça se passe sur des siècles, tout ça. Les Gaulois se mettent à parler, ils se romanisent, ils se mettent à parler latin. Ils parlent latin à leur façon, mais tu sais, à cette époque-là, il n'y a pas les communications comme aujourd'hui. Donc, une personne peut ne pas sortir de son village pendant toute sa vie. Okay? Alors, c'est évident que la façon dont le latin se transforme pour devenir le français, le village c'est pas la même chose dans la région de Marseille, dans la région de Paris, dans la région de Lyon, puis tout ça. Donc, il n'y a jamais eu un français universel. Ce qui se passe, c'est qu'on a un latin qui se transforme tranquillement sur des siècles et de façon différente selon les régions. Okay, il y aurait plein d'analyses intéressantes à faire avec ça. Mais le français, disons, les patois du sud de la France, ressemblent un peu à l'italien et à l'espagnol. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le même latin se transformait en ce qui va devenir l'espagnol en Espagne, ce qui va devenir l'italien en Italie. Alors, puis plus on va vers le nord de la France, plus, mettons, l'influence des langues germaniques va être importante. Alors, on arrive à une époque où, je ne sais pas, mettons-nous au 14e, 15e siècle, où en France, il y a plein de variantes de français qui existent, au point que les gens souvent ne se comprendront pas entre eux. Il n'y a pas encore un français, ça n'existe pas le français, mais c'est tout le monde qui parle à peu près le français. Okay? Qui parle tous des mots qu'on va reconnaître. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de catalan, par exemple. La langue catalane, c'est étonnant. Okay. Ça ressemble à de l'espagnol, mais avec beaucoup de mots français. Parce que justement, c'est des transformations qui se font à des vitesses différentes et de façon différente selon les régions. Un peu comme le créole, si on peut dire? On peut, ce genre-là. Le créole, c'est une autre histoire parce que c'est un mélange entre deux langues. Là, on parle vraiment d'une évolution. Le latin, supposons qu'il y avait un latin identique partout, ce qui n'était probablement même pas le cas. Là. Mais le latin qui se transforme dans des formes différentes, mais au fond, la façon la plus simple de le concevoir, c'est justement ça. Pense à l'italien, l'espagnol puis le français, par exemple. Tout ça vient du latin. C'est juste que le même latin a évolué de façon différente selon les régions parce que les gens ne se parlaient pas entre eux à 1000 km de distance. Okay? Alors, le français, il y a ces petites variantes-là qui sont moins importantes qu'entre l'espagnol et le français, par exemple, mais tu as des variantes quand même. Et alors là, tu as tout un territoire qui s'appelle la France, par exemple, puis même, ça peut aller jusqu'au nord de la France, en Belgique, tout ça. Et là, il y a comme plusieurs français qui existent, plusieurs langues qui existent, qui ressemblent tous à notre français actuel, qui sont des grosses déformations du latin. On ne reconnaît plus le latin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour dire qu'il y a un français? À un moment donné, on s'est dit, pour des raisons politiques et économiques, au fond, on a dit, là, la norme du français, ça va être la norme du français autour de Paris. Pourquoi? Parce que le roi est là, parce que le pouvoir administratif et politique est là. Puis là, tous les autres Français, là, vous allez devoir vous aligner sur la norme de Paris. Mais ça n'a jamais existé, ce français-là. On choisit une variante parmi des centaines de variantes, on choisit que c'est elle la norme. Alors qu'est-ce qui se passe? Après ça, nous, par exemple, tu parles de baleine puis baleine, par exemple. Bon.
Je ne connais pas l'origine de baleine et baleines spécifiquement, mais c'est quoi le vrai? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas en France, mettons, au 17e siècle, sans doute qu'il y avait 10 façons différentes de prononcer le nom de la baleine. Peut-être même qu'il y avait certaines régions, on nommait la baleine avec un autre mot, ça se peut aussi. Alors, donc, il ne s'agit pas de dire on l'a parti, mettons, d'une norme qui est baleine et quelqu'un l'a déformé en baleine. C'est pas ça, c'est que ça a toujours été et baleine qui coexistaient. Okay. Et à un moment donné, on a dit, ben là, c'est baleine qui est correct. Puis ceux qui disent baleine, ben là, vous n'êtes plus dans la norme, mais ce n'est pas eux qui ont dérogé à la norme, c'est la norme qu'on a décidé que la norme, ce n'est pas la prononciation à eux. Puis comme tu dis, qui a mis la norme? Parce que, ultimement, de ce que je comprends, pour vulgariser un petit peu ce que tu viens de dire, le mot baleine, B-A-L-E-I-N-E, a été inventé. On dit ça de même, qu'à un moment donné, cet être-là, c'était une baleine. Mais là, comme tu dis, d'un village à l'autre, vu qu'il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de FaceTime, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, donc, des fois, c'est juste des écrits aussi qui se rendaient d'une place à l'autre, j'imagine. Ou souvent même à l'oral, c'est encore plus. C'est ça. C'est ça. Fallait la personne qui le disait pensait dire de même, l'autre personne. Tu sais, le téléphone arabe, exactement. C'est un petit peu ça. Le téléphone arabe, je te compte de quoi? Tu vas le compter à ton gars va le compter à sa blonde va le compter à son ami qui connaît le boss à ma blonde va le compter, son boss le compte à ma blonde me le redit. On vient de perdre l'histoire. Ouais. C'est un petit peu ça qui est arrivé avec la langue française, avec les langues en général. Puis j'aime ce que tu dis dans le sens qu'il va savoir où est-ce que ça. C'est quoi la bonne signification, c'est quoi la bonne façon de le dire. Au même titre que quand j'entends quelqu'un dire qu'il est 100% bilingue, j'ai tout le temps mon petit côté, peut-être trop rationnel, dans le sens que je fais comme tu peux pas être 100%. Viens pas me faire croire que tu connais tous les mots de tous les langues pour être 100%. Non, mais c'est ça, t'es pas 100% bilingue. On connaît même pas notre langue française comme l'écrit de notre main. Fait que comment tu peux me dire que tu connais 2 langues parfaitement? J'ai de la misère à y croire. Mais c'est son histoire. Fait que, c'est là que je dis, j'aime un petit peu le va savoir c'est quoi la vraie appellation. J'aime le côté que tu dis, il y a une côté. C'est vrai, comme tu dis, quelqu'un va parler plus bâché, on va dire ça de même, justement, il va dire des patates, puis nomme-les toutes. On dit on va mettre, là, je ne veux pas généraliser, puis je venais pas me lancer des roches à la place publique pour ce que je vais dire, mais il y a certains, comme tu dis, on va mettre une classe sociale. Oui. Oui. On peut dire ça. Mais dans toutes les langues, c'est comme ça. Je veux dire, c'est l'apparence. On juge les gens sur leur apparence. Mais sur le parler. Mais l'apparence, c'est le parler, mais c'est aussi l'apparence physique. Mm-hmm. Une personne qui est bien habillée va partir au monde des aristocrates, par exemple, si on revient à l'ancien temps, mais même encore aujourd'hui, quelqu'un qui est bien habillé, qui est moins bien habillé, qui va porter tel type de vêtements, on va le juger, mais ce n'est pas forcément négatif, c'est juste qu'on va le catégoriser, on va le dire comme ça. Dans le fait. Pour la langue, c'est comme ça aussi. Puis encore une fois, c'est très important de comprendre que ce n'est pas un défaut. Il ne faut pas essayer de se libérer de ça, parce que la diversité, c'est aussi ça. C'est de dire, oui, il y a des gens qui sont plus raffinés, si on veut, d'autres qui sont moins. Et quelqu'un qui est moins raffiné, ça ne veut pas dire que je le méprise quand je dis ça. Mais ça veut juste dire qu'il y a sa personnalité à lui qui est différente. C'est quelqu'un qui marche tout croche, qui est toujours sale, il marche tout croche, puis il est toujours sale. Moi, ça ne me dérange pas. C'est encore une fois, la diversité est là. Je ne vais pas faire semblant que c'est égal à quelqu'un qui marche droit. Quelqu'un qui marche droit, on peut lui donner des défauts aussi, ça peut être parce qu'il est snob, etc. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a de la diversité, que chacun a sa façon de parler. On appelle ça un idiolecte. Il y a des façons, chacun même, il y a les régions qui ont chacun leurs accents, mais même une personne, moi j'avais un ami par exemple qui disait toujours, il disait jamais, il faudrait bien qu'on se voie un jour. Il disait toujours, il faudrait bien qu'on se croise un jour. Quand on va se croiser un jour. C'est une belle image de se croiser. Mais je me dis, quand quelqu'un. On ne parlera pas longtemps, ça fait se croiser. Non, effectivement. Mais c'est sa façon de dire un petit peu, dans la vie, on a chacun notre chemin, puis maintenant on se croise. C'est comme une façon poétique de dire, on va se voir. Ouais, j'aime ça. Mais je me dis, c'est son mot à lui. OK? Il n'est pas le seul au monde à dire ça. Mais je dis, moi, je ne le dis jamais. Ça, c'est un idiolecte. Ça veut dire que lui, il aime utiliser ce mot-là. C'est typique à lui, ça. Oui, puis c'est lui. Puis, il n'est pas le seul, mais en tout cas, moi, dans ceux que j'ai connus, c'est ça qui faisait ça. Alors, tu sais, les variantes régionales, les variantes sociales, comme on disait, on peut découper ça jusqu'à l'individu. Chaque personne a sa propre façon de parler. Moi, je dis sapristi tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui disent sapristi. À un moment donné, je me suis mis à dire ça. OK? Ben, ça fait partie de mon idiolecte. OK? Tu peux dire, ben, ça fait snob de dire sapristi. Ben, comme moi, je dis ça. OK? Il y en a d'autres qui vont sacrer comme des charretiers. Bon, moi, je sacre je sacre juste quand c'est le mot juste, OK? Parce que je suis un traducteur. Okay. Alors, je vais sacrer moins que d'autres. S'il y a sa place. Ça, c'est le mot. Quand il n'y a pas d'autres mots pour le dire, OK? Voilà, donc, je vais sacrer moins que d'autres vont sacrer comme ils parlent, etc. Bon. Alors, chacun a sa façon de parler, puis c'est important de préserver ça. Mais je reviens à ça, c'est quand même, ça ne veut pas dire que la norme n'a pas sa place. C'est important qu'il y ait une norme, parce qu'en même temps, si chacun parle sa propre langue, puis qu'il n'y a pas des points communs dans la façon d'écrire ou de parler le français, ben on ne se comprendra plus non plus. Oui, puis ça, j'aime ça beaucoup parce que c'est comme n'importe quoi. On parle de français, de mathématiques, de sciences, de
peu importe le volet de nos vies, il faut qu'il y ait une norme, comme tu dis en restauration. En restauration, il faut peut-être une certaine norme, parce que comme tu dis, ou sinon, autant hygiène que nourriture. Là, je ne parle pas juste. Je veux pas. C'est ça. On ne parle pas d'hygiène parce qu'en restauration, il y a un minimum. Mais c'est ça, il y a une certaine norme de autant par rapport au menu, par rapport aux façons de faire. Si je te demande une poutine, je m'attends à recevoir des frites avec de la sauce puis du fromage. C'est ça. Il y a au moins ça. Si tu me sers un hamburger puis tu me dis que ça s'appelle une poutine, on a un problème. Okay? Mais tu peux bien dire, mais moi, j'appelle ça une poutine, j'ai bien le droit. Tu me sers un hamburger, tu dis, moi, j'appelle ça une poutine, j'ai bien le droit. Oui, tu as le droit, mais là, on ne se comprendra plus. Ouais. Okay? Par contre, ta poutine, elle peut être variable selon le restaurant à l'autre. Les frites ne vont pas goûter la même chose, je ne prépare pas de la même façon. Il y a des variations, mais on s'entend grosso modo sur ce que c'est qu'une poutine. Exact. Donc, oui, on a une certaine. La langue, c'est comme ça. On a une certaine liberté dans la façon de prononcer les choses, dans la façon d'écrire les choses, tout ça. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de commun pour que la langue, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui permet de se comprendre aussi. Puis il faudrait aussi enlever une certaine. Tu parlais de snobisme tantôt. Là, je parle en général. Je parle moi inclus, toi inclus, tout le monde. On est tous un petit peu de même. On parle de classe sociale, on parle de. Mais là, le côté snobiste que j'amène, c'est ça, c'est peut-être d'arrêter ce snobisme-là, de dire. Là, tu parles de poutine, burger, même affaire, une baleine. Tu sais, dis-moi pas, j'ai croisé un bateau. Je suis comme, non, c'est pas un bateau, c'est une baleine. C'est ça. Là, c'est correct, comme si ça prend la norme. Mais tu as le droit de dire baleine si tu veux. Exact. Je ne te reprendrai pas, faire baleine, baleine. Bon, c'est ça, une baleine. Une baleine. Là, à un moment donné, c'est là, je pense que peut-être arrêter de vouloir corriger, comme tu dis. Puis même le jour, on dirait que j'ai jamais jugé officiellement quelqu'un, mais tu sais, on dirait des fois quelqu'un dit joue, c'est comme joue. Ouais, joue. Il faudrait peut-être. Parce qu'effectivement, ça vient d'enlever un gros. Là, on ne parle pas de les gars ont ou les gars jouent. Là, tu viens de régler. Tu n'as plus besoin de dire j'ose avec le S parce que là, tu sais que c'est les gars, mais le il, le L, effectivement, c'est comme il jose, elle jose. Ça, c'est une autre affaire. On a parlé du S, on a parlé du Z, on a parlé du. Pourquoi, mettons, là, quand on parlait tantôt d'abréviation, là, je viens de le dire, il, elle, à part quelqu'un qui parle très bien français, là, IA. Ouais. IA. Mais tu sais qu'il y a des régions en France où on dit A pour elle aussi. Okay. On dit A parce que nos ancêtres venaient de certaines régions de France où on parlait comme ça. OK. Okay? Donc, c'est pas tant du mauvais français. Non, c'est juste une façon différente. Mais évidemment, tu ne vas pas l'écrire. Okay? À moins que ce soit une réplique d'une pièce de théâtre, mettons. Puis encore, il y a une autre histoire autour de ça. Mais non, ce n'est pas du mauvais français, mais c'est ton choix. Okay? Alors, on se parle tous les deux. Là. Moi, j'ai passé ma vie à étudier le français. Tous les deux, oui. Tous les deux, c'est exactement. Je vais pas on se parle présentement, je ne suis pas en train de prendre l'accent français pour te parler. Puis, je ne parle pas comme j'écrirais. Si je disais les mêmes choses par écrit, j'utiliserais des mots très différents. Bon, voilà. Puis j'aurais un accent différent, on n'a pas d'accent quand on écrit, mais ça ne paraîtrait pas justement mon accent. Encore là, oui, on a certains accents de la façon dont tu vas écrire. Si la façon de te placer les mots et ainsi de suite va quand même te situer soit dans le temps, soit dans les régions, soit. Fait que tu sais, sans avoir l'accent parlé, mais la façon, tantôt, tu parlais de certains mots qui sont à leur place, tout dépendant de la façon, soit tu sois belge, français, même anglais, certains mots qui peuvent être. Moi, je fais tout en face avec le bon vieux Star Wars, Yoda, quand il passe toujours un petit peu, apprendre, je vous. Avec le mot, mettre toujours le verbe à la fin. Exactement. Tu peux tout de suite replacer cette phrase-là. Je te dirais, je t'enverrais une phrase de même, apprendre, je vais te faire. Ouais. Tu pourrais me dire tout de suite, il fait Yoda. Il parle en Yoda. C'est ça, exactement. Qui est une langue en soi. Mais à l'écrit, ça paraît beaucoup moins. Je veux dire, moi, quand j'écris, si j'écris un courriel en français, par exemple, la plupart du temps, il ne va pas forcément pouvoir détecter que je suis québécois. Ouais, si je lui parle au téléphone, dès la première moitié de phrase, il va se rendre compte que je suis québécois. Ouais. Donc, quand j'écris, et effectivement, il y a plein de mots que je dois éviter d'écrire si j'écris en français, si je ne veux pas qu'il détecte que je suis québécois, oui. Tu ne veux pas te faire démasquer? Oui, c'est ça. Mais c'est quand même très possible. Puis quand on écrit, on suit une langue, on parle de normes depuis tantôt, donc la langue écrite est beaucoup plus normative que la langue parlée. Oui, puis si tu te corriges, on parle aussi de beaucoup de technologies et tout. Si tu te corriges avec Google ou n'importe quoi, le correcteur va t'amener qu'une langue standard, justement un français standard qui fait que, là, comme je dis, on ne parle pas des S ou des ER, que ça arrive. Tu sais, comme je dis, moi, j'ai cette chance-là. J'avais une mère qui était secrétaire, donc qui a passé sa vie à corriger. Donc, elle nous corrigeait nos travaux, elle nous a donné des trucs. Mon père aussi qui était très allumé. Fait, nous autres, on a été élevés, mon frère, dans un milieu qui était très. Tu sais, je ne dis pas qu'on mangeait des tapes ses doigts si on mettait un R à la place d'un E,
Mais tu te le faisais dire. Ouais, genre, c'est ça. C'est comme, tu sais, il faut écrire comme. Fait tu sais, là, je parle pas de ça, parce que ça parle à tout le monde. À un moment donné, tu écrivais vite, tu oublies le S, puis même un correcteur automatique, des fois, ne peut pas savoir comment te conjuguer, puis avec quoi. Si tu mets juste ils ont commandé, juste ça sur Google, mettons Google Correction, il ne pourra peut-être pas l'accorder comme il faut parce que ça dépend tout le temps de la tournure de la phrase. C'est pas ce côté-là qu'on parle, mais comme tu dis, il y a la norme qu'on n'a pas le choix. Il faut que, comme tu viens de dire, si tu parles un français, un belge, même affaire à l'anglais. À l'anglais, si tu veux parler en anglais, il y a une norme qui fait que peu importe. Je te parlais tantôt que je parle beaucoup depuis la pandémie à autant un gars qui est à Washington, un Belge, un Suédois, un Allemand. Quand on s'écrit, ça ne paraît pas. Quand on se fait des FaceTime, c'est plus pareil. C'est plus pareil parce que autant le gars de Washington, lui, c'est un. Il faudrait que je retourne exactement. À un moment donné, il m'avait envoyé, mais il y a des racines très, très larges. Je pense que son père, il est croate, sa mère est serbe et un fond de chinois. Il y a du fait, lui, de race, il est très, très, très mélangé. Son nom, c'est Drago Tomjanovic. Moi, avec le nom, je me doutais bien qu'il ne venait pas des. Ben, qu'il venait pas. Il est né. Non, il est né là-bas, mais ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis, mais c'est pas parce que tu portes le nom de. Mais avec un nom comme Drago Tomjanovic, je me doutais. Il ne vient pas de bel oeil. Hein. Exactement. Je me doutais que les racines étaient plus loin. Fait à part lui, qui parle anglais très, très, très bien parce qu'il vit aux États-Unis depuis longtemps, puis mais les autres, même Jorlen, qui est mon ami allemand, avec qui je te disais tantôt qu'on fait un FaceTime aux semaines 2 peut-être. Même lui, des fois, quand on se parle, quand on s'écrit, il n'y a aucun problème. On s'écrit, puis bien souvent, justement, l'autocorrecteur va nous aider, puis on va se parler, puis c'est facile de dire quelque chose. They have reached something, n'importe quoi, on l'écrit, puis c'est facile parce que même moi, je parlais tantôt de 100% bilingue, je ne suis pas bilingue, mais depuis que je suis jeune, je suis là-dedans. Mon père a toujours prôné le bilinguisme parce qu'il disait l'anglais, ça va te faire comprendre partout dans le monde, pratiquement. Fait que tu sais, je parle bien. Écrit, il n'y a pas de problème. Lire, il n'y a pas de problème. Quand c'est le temps de parler, c'est peut-être la pratique aussi, ça c'est normal, à un moment donné, il y a la pratique. Mais là, c'est drôle parce qu'avec Drago, c'est différent. Parce que Drago, lui, comme il parle anglais fréquemment, il habite à Washington, il parle de déménager à New York. Fait que, c'est un Américain. On va dire ça même. Oui, il y a des racines beaucoup plus larges, mais c'est un Américain, donc c'est un anglais. Mais Jordan, mon ami allemand, lui, tu le vois, des fois, on se parle, puis il cherche l'autre fois, il cherchait fluidité, tout simplement. Mais là, il cherchait son temps, il parlait à sa femme en arrière, puis il parlait en allemand, évidemment. Là, il m'ironique le terme. Là, c'est différent parce que là, on est deux personnes qui, lui, est allemand, moi, je suis francophone. On se parle parce que notre seul moyen de communiquer, c'est l'anglais. Mais on se cherche un peu, fait que c'est là que ça tombe un peu différent. Mais mon point, c'est ça, c'est que la norme est là. La norme que tu parles, c'est ça. On a besoin d'avoir un certain point qu'on sait que si on se parle sur tel dialecte, de telle façon, on va se comprendre. Parce que lui aussi, c'est un photographe. Dans le fond, le lien qui nous a unis tous les deux, c'est le côté photographie. Donc, il y a une norme par rapport autant le côté technique, autant le côté. En fait, le gros qui nous a unis au début, c'est le côté technique, la façon qu'on comprenait nos photos et tout. Mais le technique va être souvent très standardisé. Ça, souvent, quand tu tombes dans le technique, tu sais autant dans le français, dans les mathématiques, dans les sciences, il n'y a pas de noir ou blanc. C'est ça. C'est ça. C'est noir ou c'est blanc. C'est ça, il n'y a pas de gris, exactement. C'est ou blanc ou c'est noir. Si le terme, c'est le shutter en anglais, mais c'est le shutter. Tu ne peux pas dire ouais, non, c'est le. Non, c'est le shutter. Ça s'appelle le ISO. Ils ont toutes leur. C'est ça qui nous a unis, c'est la norme. Ouais. Puis j'aime ça. Je pense que quand je disais tantôt qu'il faudrait peut-être arrêter le snobisme de la personne qui dit j'ose, fac, comme tu dis, c'est pas un manque d'études, c'est pas un manque de culture, c'est pas une classe sociale. Ça peut. Il y a un certain lien quand même avec l'éducation, évidemment. Mais c'est ça. Autant que tu n'as pas à rire de la personne qui maîtrise peut-être moins bien le français, autant que la personne qui le maîtrise trop, justement, ça peut devenir du snobisme. C'est pas mieux non plus. Oui, puis on est allé prendre un café, moi et ma blonde, récemment. Je dirais pas où pour pas faire de mauvaise publicité. Ils ont fait. C'est très bon. Je ne veux pas dire que c'est pas bon, mais on est allé à une place. Moi, j'ai pris un cappuccino, puis il faisait avec juste une dose d'espresso. Puis j'étais un petit peu déçu. Parce que normalement, un bon cappuccino, une double dose d'espresso. Là, moi, j'ai fait en joke. Je fais, en tout cas, ils font juste avec une dose d'espresso. Puis là, on s'est mis à parler avec le ton condescendant. Puis on niaisait. Là, Karine, elle était comme, t'es déplaisant quand tu veux. Là, je riais, je fais, non, mais je niaise. Puis là, on s'est mis à niaiser après. Puis là,
une fois assis, puis on buvait nos breuvages avec notre petit muffin. C'est une soirée qu'on avait, que Nolan était chez Papy-Mamie, fait que c'est une soirée qu'on n'avait pas d'horaire. Nous, puis Karine, fait qu'on est allé manger au centre-ville, on est allé prendre un bon café après, puis tu sais, le running gag, ça a été ça. Ouais. On s'est mis à parler, puis là, en ce moment, là, elle dit, là, tu t'es rendu le gars là, qui va commencer à faire chier tout le monde. Là, oh, moi, mon espresso, C'est puis ça. automatiquement, on a pris le ton espresso. Ah oui. Patata. Tu prends l'accent du snob. Oui, mais oui. c'est excellent. Mais tu sais, ce que tu dis par rapport au café, c'est la même chose que par rapport à la langue. Tu sais, quelqu'un qui va dire, qui va snobber les autres, parce que toi, tu connais bien le café. OK? Je te prépare mon café, tu vas pouvoir tout juger, qu'est-ce que je fais de correct, pas correct, etc. OK. Mais qu'est-ce qui va te motiver? C'est le fait que tu veux te sentir supérieur ou c'est le fait que tu as la passion du café? C'est super important comme question. OK? Parce qu'il y en a qui vont apprendre à bien maîtriser les questions de. Ça peut être le café, ça peut être le vin. Tu connais bien le vin, mais il y en a qui veulent apprendre à tout connaître sur le vin pour pouvoir snobber les autres. Juste pour reprendre. Ouais. Oui, exactement, pour pouvoir montrer qu'ils savent beaucoup de choses. Tu n'as pas forcément la passion du vin pour autant. Okay? Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux décider que tu as une véritable passion pour le vin. On va revenir au café. Tu as vraiment la passion du café. Donc, c'est naturel pour toi de remarquer que moi, quand je fais mon café dans ma cafetière italienne, je ne fais pas ça de la bonne façon. Puis tu peux me reprendre ou non, peu importe. Tu vas avoir ton opinion. Mais ta motivation première, c'est que tu aimes le café. Tu tripes là-dessus. J'utilise le mot triper qui est un mot anglais. Puis je ne l'aurais pas écrit, je le dis. Okay? Mais tu tripes sur le café, mais c'est super important, ça. Parce que donc, ta motivation première, c'est pas de te prendre pour un autre, c'est pas d'être supérieur à l'autre, c'est que tu aimes le café, c'est ton amour, ta passion pour le café. Puis pour la langue, là, c'est très important. On n'a pas encore parlé de ça, mais je veux absolument plugger ça. J'utilise plugger encore une fois, qui est un mot anglais. C'est très, très important que le plus important, c'est pas d'être le. Parce que tu as commencé à parler de maîtriser le français. Ouais. Ça prend 10 000 heures pour maîtriser le français. C'est très intimidant quand on voit ça. Dites ça, les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas très à l'aise avec la langue, avec le français, avec la langue, là, qui ont de la misère à écrire, tout ça, vont dire non, mais je m'excuse, il ne faut pas investir 10 000 heures dans la rédaction, dans l'apprentissage du français. Okay? C'est très intimidant. Mais ce n'est pas une question de maîtriser quelque chose qui est super difficile. C'est une question de cultiver quelque chose que tu aimes. Okay? Wow. Toi, tu es bon en café. Pourquoi? Tu as mis des heures là-dedans. Mais tu as mis des heures là-dedans parce que tu aimais ça, pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a imposé un jour qu'il fallait que tu fasses le café parfait. Okay? La langue, là, c'est exactement ça. C'est super important. Donc, oui, c'est important de bien écrire. Oui, c'est important de connaître les bons mots en français. C'est important autant que possible d'éviter les anglicismes, effectivement, de bien conjuguer les verbes, de dire il joue plutôt qu'il joue, etc. Mais pourquoi on va se forcer? C'est pour le plaisir d'avoir une langue qui va être belle et qui va être juste aussi. Je pense à ça. C'est super important. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup, beaucoup de Québécois, on l'a dit tantôt, qui sont complexés par rapport à leur langue. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on peut raconter autour de ça, plusieurs causes possibles, tout ça. Mais si tu es complexé par rapport à la langue, et puis ce que tu te fais dire tout le temps, c'est que tu fais des erreurs, des fautes de français, puis tu fais rire de toi en plus, puis tu passes pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation, etc. Ça ne donne pas le goût d'aller plus loin. Non, ouais. Puis moi, je trouve ça absolument déprimant et attristant quand je vois, par exemple, des auteurs-compositeurs qui vont dire, moi, j'aime mieux composer en anglais parce que c'est plus facile. Hey man, c'est ta langue, le français. OK? C'est pas normal que ce soit plus facile de composer une chanson en anglais qu'en français. Ouais. Il y a un gros problème là. OK? Quand tu es rendu à dire que maîtriser ta propre langue, c'est impossible ou intimidant ou impossible, à tel point que tu vas écrire dans une langue étrangère, il y a un gros, gros problème. Ouais. Et là, le problème, je tiens à le préciser, le problème n'est pas que le français est plus difficile que l'anglais. Le problème, c'est que notre attitude par rapport à la langue est différente de celle des anglophones. On ne tolère pas l'erreur, on ne tolère pas la variation par rapport à la norme. Donc, à partir du moment où tu fais une erreur, tu fais rire de toi, ou tu te fais traiter de ci, puis ça, puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, les gens se font reprocher leur façon d'écrire le français, les fautes de français, puis tout ça, bien, ça ne donne pas le goût de continuer. OK? Mais ce n'est pas la bonne façon d'aborder la chose. Je dis, c'est quand même ta langue. C'est important que tu maîtrises ta propre langue. Mais ça peut être le fun, ça peut être passionnant. Moi, c'est à ça que j'ai consacré ma vie, évidemment. Ouais. C'est de choisir les bons mots. Mais tu m'entends parler encore une fois. J'ai dit plugger, j'ai dit triper. Ça ne veut pas dire que je m'empêche d'utiliser ces mots-là. Mais je cultive aussi un autre niveau de langue que j'utilise quand j'écris souvent. Puis en partie quand je parle quand même pas comme. J'ai ma propre façon de parler, moi aussi. Là. Oui, mais alors. Mais il faut le faire par amour de la langue, par amour de la communication aussi, et non pas par la peur de la férule, la peur de la règle, la règle que parce que tu vas recevoir des coups de règle sur les doigts. C'est super important. Mais il faut la cultiver, cet amour-là de la langue, par exemple. Ça vaut la peine, comme pour le café, comme pour n'importe quelle passion. Bon, tu es passionné de photos, de vidéos, tout ça. La même affaire, tu le fais parce que tu aimes ça, parce que tu as le goût de te perfectionner, parce que tu as le goût de t'améliorer, et non pas parce que tu as peur de passer pour un taouin, parce que tu n'es pas capable de prendre une photo qui est bien cadrée. Ce n'est pas une bonne motivation.
conversation, ça. Mais ça, oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi parce que, comme tu dis, toi-même, tu vas utiliser des anglicismes qui revient à la norme qu'on parle que je ne le dis pas pour te flatter, mais je te connais depuis assez longtemps, François, pour savoir que le mot que tu vas placer comme plugger, je ne te dis pas que tu l'as choisi consciemment, dans le sens que là, je veux dire plugger. Non, c'est pas ça que je dis. Ton inconscient le place. Mais les peu de mots anglicistes que tu vas placer sont quand même bien placés dans le sens que, à un moment donné, oui, tu pourrais prendre le vrai terme français, mais là, c'est pas d'avance si tu mets le terme que la phrase va venir comme. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, OK, oui, là, plugué, regarde. Oui, tu pourrais dire, comment on peut dire ça en français? Ouais, justement, placer, utiliser, ça dépend de mais tu sais, comme ton plan, placer, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose. Plugué, on comprend. C'est une plug. On parlait de café tantôt. On a bu tantôt un très bon café de mon chum Sébastien de chez Wilton Café. C'est une plug. Je veux pas, mais tu sais, un petit Jamaïcain en café infusé à froid, à la nitro, que j'ai fait goûter à François. Fait que ceux qui connaissent, c'est le café infusé à froid de nitro. Ah, t'es pas mauvais, hein? Non, effectivement, Hein? bonne plug. Mais pour revenir au mot plug, si je m'adresse par contre à des Français de France qui ne connaissent pas cet emploi-là du mot plug, Du tout? non. Ah non? Non. Alors là, Les autres, c'est quoi qu'ils vont dire? justement, il faut que je le sache parce que si je m'adresse à eux, ils ne me comprendront juste pas. OK, c'est vraiment important. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne peut pas. Là, il y a le traducteur qui va te parler maintenant, hein, parce que tu me demandes comment traduire plug. C'est une question de traduction. En fait, ça dépend du contexte. La réponse classique du traducteur, c'est ça dépend du contexte. Ouais. Parce que le mot plug, selon que tu parles de plugger un mot, plugger une idée, ou plugger une prise de courant, tu ne vas pas forcément utiliser le même mot pour le remplacer. Donc, ce n'est pas juste une question de remplacer un mot par un autre. Exact. C'est une question, encore une fois, de maîtriser la langue pour qu'à un moment donné, dans tel contexte, tu vas savoir que c'est tel mot que tu utilises plutôt qu'un autre. Ça peut quand même être utile d'être bilingue, en guillemets, bilingue québécois-français, pour quand puis encore plus, aujourd'hui, tu parles de tes amis avec qui tu parles à Washington ou en Allemagne, là, tu parles en anglais avec eux, mais aujourd'hui, c'est très facile de parler donc, par FaceTime ou par Zoom, etc., avec des gens d'autres pays. Ben, c'est important d'avoir une certaine norme aussi pour se faire comprendre. Il faut les connaître, les mots des autres communautés pour qu'ils puissent nous comprendre. Oui. J'ai essayé de rajouter quelque chose à ça, puis j'avais rien. J'avais rien rajouté dans ça, c'est ça, c'est exactement ça, puis j'adore ça beaucoup. Ce qu'il faut pas oublier aussi, je pense, tu sais, là, on parle depuis, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, je sais plus, ça fait longtemps. On s'amuse, puis c'est ça la beauté. Quand moi et François, on se parle, on passe d'un sujet à l'autre, mais tu sais, je pense que l'important, c'est ça, c'est d'arrêter peut-être de... On parlait tantôt de snobisme, de le pourquoi. Est-ce que tu le fais pour me reprendre juste pour me montrer que tu le sais ou tu le fais juste pour. Tu sais, admettons, on parle de café. Parce qu'on en a bu, parce qu'on en a parlé tantôt, parce que oui, je suis un passionné de ça. Tu sais, ceux qui disent expresso, mettons. Mais j'allais te le dire tantôt. J'ai remarqué que tu disais espresso parce que c'est. Bon, c'est le vrai terme. C'est le vrai terme. C'est un mot italien en passant. Il faut que tu saches de où est-ce que. Exactement. Il faut que tu saches pourquoi c'est espresso. C'est un café qui était à la base, justement. Infusé à pression, de là, le espresso. Là, je ne peux pas dire exactement espresso, qu'est-ce que ça veut dire, le vrai terme, autre que le café. Mais c'est même par rapport, en fait, ça a été infusé sous pression, l'espresso. Fait, tout des fois, on entend du monde expresso. Puis moi, souvent, quand j'en reprends, je me sens flatté de la façon que tu dis, parce qu'effectivement, c'est jamais pour reprendre dans le sens, hey, t'es un cave, c'est pas un expresso, c'est pas expresso, c'est espresso parce que c'est sous pression, c'est un terme. Pas un terme, c'est un terme italien qui vient de là, au même titre que comme on parlait tantôt, quand on amène un certain point juste passionné. On a parlé avant le podcast que tes conférences que tu fais, que tu en as fait en Zoom depuis 2 ans, c'est normal, c'est la nouvelle réalité actuelle, mais il y a quelque chose qui ne se transmet pas en Zoom. Oui, on se voit, mais des fois, tu peux avoir un petit lag, tu peux avoir un petit quelque chose, mais ce qui, comme on disait tantôt, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, c'est la passion de quelqu'un. Tu peux lire quelque chose, tu peux l'avoir en Zoom, mais le Zoom, comme je dis, il va y avoir un petit lag, il va y avoir un petit quelque chose que là, tu es cadré, tu essaies de quand même rester. Tu ne peux pas avoir la même. Puis il n'y a pas le côté humain que quand tu es en personne avec quelqu'un, puis que tu vas parler justement que. Je ne parle pas de mon ton snob qu'on prenait tantôt en parlant un espresso, c'est pas ça que je parle du tout, mais tu sais, quand on se parle de même, puis je dis juste, c'est pas expresso, c'est espresso. Mais idéalement, c'est 1 pour 15. C'est juste une question de maximiser puis de te donner, moi, mes connaissances au titre que toi, tu m'amènes des affaires aujourd'hui que je savais. Écoute, François, depuis le début qu'on s'est calé la chatte, tu sais. Comment tu le traduirais? Hein? On s'est donné rendez-vous, mais c'est pas pareil. Ouais, il manque de quoi? T'sais, on s'est donné rendez-vous sur un rendez-vous. Calé à la chatte, il me semble que c'est officiel. Moi, je dirais jamais ça.
Non. Moi, c'est pas dans mon idiolecte de dire ça. Mais je le comprends quand tu le dis. Puis non seulement ça ne me dérange pas, mais j'adore l'expression. Okay? Mais je ne l'écrirai pas. Pour l'instant, tu ne l'écrirais pas toi non plus. Non. Tu le dis, mais tu ne l'écris pas. Excuse-moi de t'interrompre, mais je vais venir à Espresso parce que c'est important. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, l'évolution de la langue. Okay? Oui. Expresso ou exprès. Les gens disent expresso. Pourquoi? C'est parce qu'en français, on dit exprès. Il a fait exprès, a exprimé tout ça. Je ne sais pas d'où ça vient du latin, mais je pense qu'en latin, c'était EX aussi. Okay. Alors, tous les mots qui commencent par EX ou qui ont un EX dedans, en italien, alors, on parlait tantôt du latin qui se transforme. Le latin se transforme différemment en Italie, puis en Espagne, puis en France. En France, on garde le X. En français, on dit X. Si tu regardes tous les mots qui ont des X en français, peut-être pas tous les mots, je ne connais pas l'italien, mais il y a beaucoup, beaucoup de mots. Au lieu de dire Maxime, on va dire Massimo en italien. Wow. Okay? Donc, le X devient un S ou, bon, les X français correspondent souvent à des S en Italie. Pourquoi? Parce que le même mot latin s'est transformé différemment dans la région de l'Italie versus dans la région de France. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, c'est le même mot qui s'est juste transformé différemment. Puis ça, on le voit, des règles générales. Tu compares le français à l'italien, le français à l'espagnol. Tu sais, les mots en ation, par exemple, en français, A-T-I-O-N, devient ation en espagnol. C'est quasiment systématique. Okay? C-I-O, accent aigu, N. Bien, c'est pas parce que les Français puis les Espagnols se sont concertés là-dessus. C'est parce que c'est le même mot latin qui s'est transformé différemment selon la région. Donc, expresso, c'est la même affaire. Et en passant, je reviens à Suatable dont je parlais tantôt. Aussi, à l'époque de Louis XIV aussi, on disait qu'il fallait dire ostiner et non pas obstiné. Il fallait dire expliquer plutôt que expliquer. Okay. C'était le bon parler de la cour de France à l'époque. Et c'est encore une fois, c'est après la Révolution qu'on a changé la prononciation. Je tenais à le préciser parce que c'est important de se rendre compte que tout ça, le français et les autres langues, on est les héritiers de toute une longue lignée quasiment infinie, parce que là, je parle du latin, mais le latin vient bien d'une autre langue avant. Hein. On parle de milliers et milliers d'années. On parle de centaines de générations qui se sont succédées, qui ont transmis les unes aux autres une façon de parler, et cette façon de parler-là se retransforme d'une génération à l'autre. C'est quand même merveilleux. Il faut être conscient de ça quand on parle de la langue. Il n'y a personne qui a inventé la langue qui parle. OK? Tu n'as pas inventé ta langue. C'est tes parents qui t'ont appris ta langue, tes éducateurs, etc., etc. On est tous les héritiers de quelque chose. Puis cet héritage-là, on le reçoit des générations antérieures. On la transforme. C'est pas vrai qu'il faut préserver un état pur du français. C'est pas vrai. Ça se change. Je pense qu'il faut s'adapter comme n'importe quoi. Elle s'adapte. La langue, elle évolue de toute façon, naturellement. C'est évident que ma grand-mère ne connaissait pas le mot selfie, hein, évidemment. Bon. Alors, puis les prononciations vont évoluer, puis tout ça. Mais c'est quand même important, même avec cette transformation-là, on est quand même les héritiers de quelque chose. C'est important, puis c'est pas mauvais d'en préserver une partie aussi. Écoute, j'ai rien à ajouter à ça dans le sens que, comme on vient de dire, ça évolue. Il faut s'adapter. C'est comme n'importe quoi. On vit quelque chose de très particulier depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, là, depuis 2020. Qu'on ne se cachera pas. On en parlait tantôt. C'est, à mon avis, une sélection naturelle qui se passe. C'est quelque chose qui fait qu'on n'aura pas le choix. La race humaine n'aura pas le choix. Ben, on n'aura pas le choix. On a toujours le choix, mais tu comprends mon point. Dans les prochaines années, puis là, quand j'ai année, je ne parle pas juste 2022, 2023, je parle dans 5, 10, 15, 20, 40, 50 ans peut-être, de se remodeler à certaines nouvelles normales. Fait, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, la langue va toujours être comme ça aussi. Elle va toujours être évolutive. Il y a des mots probablement qui sont même effacés complètement du langage actuel, qui vont peut-être même revenir un moment donné parce que quelqu'un va avoir retourné dans l'histoire que dans les années 1600, il disait, je n'ai pas d'exemple parce que si je le savais, il ne serait pas éteint, mais tu comprends, dans le sens que peut-être que dans 50 ans, il y a un nouveau mot qui va ressortir. Que non, c'est quoi ça? Ben, en fait, comme tu viens de me dire, des affaires comme sua, des affaires que nous autres, on dit, a fait ça, elle a fait ça. Moi, mais finalement, tu me dis, ben, c'est pas tout à fait faux. Fait que je pense que la langue va être appelée à évoluer, à se réadapter avec le temps. Puis on parle, comme on dit, on ne sera pas là tout plus mot pour être témoin de ça. Mais probablement dans 200 ans, dans 500, dans 1000 ans, encore là, il va y avoir de quoi que certains mots ne seront plus là, pas tout calés à la shot. Il n'y a pas de danger qu'on entende ça, mais on va peut-être entendre une nouvelle affaire que. Fait que, tu sais, de juger quelqu'un, de reprendre quelqu'un autre que par. Comme tu dis, tu donnes des cours, c'est ça, c'est pas juste ça ta job, mais entre autres, dans ta job, ça fait partie de ça. Donc, d'instruire les gens, puis encore là, il ne faut pas oublier que si quelqu'un applique à ton cours, c'est parce qu'il veut apprendre. Fait que, tu ne forces pas les gens non plus, tu ne reprends pas les gens dans la rue non plus. Non, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas ton rôle non plus, c'est pas toi, je te connais, c'est pas toi de faire ça.
Mais ceux à qui tu le fais, c'est parce qu'ils sont intéressés. Là, tu me parles d'un colloque que tu vas faire cette semaine, puis c'est la fin de la semaine. Les gens se sont inscrits, ils veulent le savoir, ils veulent en apprendre. Fait que je pense que c'est peut-être une genre de morale. Au début, je voulais juste savoir, avec toi, François, qu'est-ce qui est arrivé avec la langue française. Finalement, il n'y a rien arrivé avec la langue française. Il n'y a rien arrivé. Il arrive quelque chose. Oui, il arrive toujours quelque chose. Exact. C'est en continuelle évolution. Puis, je pense que ça revient, on parle tout le temps, ceux qui m'écoutent le savent, tu me connais, vivre le moment présent, ça fait partie de ça. Ouais. La langue humaine. La langue humaine. Oh, intéressant. On en a un autre. Oui. La langue française. La langue française, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une chose, demain va être une autre chose. Hier, c'était quelque chose. Je pense que c'est... Cela dit, quand tu m'amènes sur la question comment la langue va se transformer dans les générations suivantes, ben, c'est sûr qu'au Québec, la question se pose de façon particulière. Moi, j'ai envie de dire, dans quelques générations, est-ce que le français va encore exister au Québec? C'est une bonne question. C'est la question qui a trituré nos ancêtres depuis la conquête en 1760 et qui revient encore aujourd'hui parce que les statistiques nous montrent que le français est en recul au Québec. Okay. Alors, je te pose la question à toi, François Lavallée. Dans 100 ans d'ici, le français existe encore? 100 ans, sans doute que oui. Ça prend plus de temps que ça pour faire disparaître. On parle en 500 ans. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout. À ce point-là? Je trouve qu'on ne se pose pas assez la question, en tout cas. Okay. Parce que là, on parlait d'anglicisme tout à l'heure. Là. Tu parlais de call de shot tantôt. Moi, ça ne me dérange pas, non. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, regarde ce qui se passe, par exemple, dans le sud du Nouveau-Brunswick, à Moncton, où on parle le chiac, par exemple. Moi, j'adore entendre parler. Je ne parle pas le chiac, je suis incapable. J'adore entendre parler chiac. On peut aller sur YouTube, on va voir le capitaine. Il y a un personnage de dessin animé qui s'appelle le capitaine Acadie, quelque chose comme ça, qui parle chiac. C'est adorable, okay? C'est merveilleux. Mais c'est moitié anglais, moitié français. Et puis, je veux dire, ça va aller juste dans une direction. Là, okay? Je veux dire, quand le français devient moitié anglais, moitié français, la génération suivante, c'est pas le français qui gagne du terrain, c'est l'anglais. 60-40. Okay? Donc ici, c'est la même chose aussi au Québec. On connaît bien la situation socio-historique, linguistico-politique, économique. Là. Je veux dire, tous les facteurs sont là pour... puis encore aujourd'hui, la jeune génération est beaucoup plus influencée par l'anglais que les générations précédentes parce qu'on écoute du Netflix, etc. Bon. Mais c'est la langue universelle quand même. Comme je te parlais tantôt, tu veux parler à quelqu'un n'importe quelle race, nationalité. Oui, mais ça a toujours été vrai. Je veux dire, ça a toujours été vrai, même il y a 100 ans, que si tu veux sortir du Québec où tu parles anglais, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est qu'aujourd'hui, même si tu restes à Nicolette, tu vas quand même t'abonner à Netflix et écouter des films en anglais avec des sous-titres. Okay? Ce qui ne se faisait pas il y a 2 générations. Okay? Donc, ce n'est pas juste une question de communiquer avec l'extérieur, c'est une question que l'anglais rentre dans ton foyer. Même chose pour les logiciels, évidemment, sur Internet ou les jeux vidéo ou peu importe. Là, puis même la simple communication, encore une fois. Donc, c'est quelque chose c'était plus facile, je dirais, il y a plusieurs générations, de rester dans un coin du Québec et de ne pas du tout être touché par l'anglais. Aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer, puis il y a une grande attirance pour l'anglais aussi. Les statistiques récentes montrent que le français est encore et toujours en recul au Québec, en proportion de la population. Et ça, c'est un mouvement qui existe depuis toujours. Je veux dire, à l'époque, je reviens à l'époque de la conquête, en 1760, il y avait 10 000 c'est pas beaucoup, 10 000, mais il y avait 10 000 francophones, il y avait 10 000 habitants en Nouvelle-France au moment de la conquête. Alors, ça a pris... Alors, on sait que les Canadiens français étaient très, très féconds, donc on s'est multiplié, on est rendu plusieurs millions, 6 ou 7 millions présentement. Mais c'est important de se rendre compte qu'en 1760, pendant plusieurs générations, les Québécois, les Canadiens français, comme on disait à l'époque, étaient encore majoritaires au Canada. Okay. Parce que les Britanniques qui viennent de conquérir, oui, mais ils n'arrivent pas des millions. Là. Non, au début, c'est des militaires qui arrivent, tout ça. Bon. C'est autour de 1840, donc 80 ans peut-être plus tard, que là, tout d'un coup, on commence à basculer, il y a plus d'anglophones que de francophones. Mais à cette époque-là, il y a moitié-moitié. Aujourd'hui, au Canada, c'est quoi la proportion des francophones par rapport aux anglophones? Je ne sais pas par cœur, c'est autour de 23-24 %. Okay? Et ça n'augmente pas, ça diminue. Okay? Et même au Québec même, qui est notre territoire à nous, les francophones, c'est ça, je veux dire. Ça diminue aussi à cause des immigrants qui choisissent l'anglais, à cause des francophones qui choisissent l'anglais. Il y en a peu, c'est un petit pourcentage, mais il y a quelques francophones qui deviennent anglophones. Ça parce que, mettons, ils épousent un anglophone ou une anglophone, les enfants deviennent anglophones. Bon, la facilité. Encore une fois, ce mouvement-là n'existe pas dans l'autre sens. Je ne connais pas de couple dont un des deux parle français, l'autre parle anglais,
et que là, l'anglophone va devenir francophone. Ça n'existe pas au Québec pour des raisons. Là. Je veux dire, je ne veux pas jeter la pierre. C'est évident pourquoi on va choisir l'anglais. Il y a 1000 raisons possibles, on les connaît. Mais objectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une régression du français. Là, on n'est plus en train de parler de la langue, de la qualité de la langue, comme tu me disais tout à l'heure. On est au-delà de « ils jouent ». On est rendu à est-ce que le français va encore exister, puis sous quelle forme? Okay? Moi, je vois, c'est ça, je pense aux Acadiens, puis je sais que les Acadiens n'aimeront pas ce que je vais dire. Je veux dire, ils vont dire, je vais te parler qu'il ne fallait pas, je dis toutes les variétés de français ont le droit d'exister, puis tout ça. Bon. Mais bon, à un moment donné, oui, l'assimilation, c'est quelque chose je dis les Acadiens, mais on peut aller en Ontario, les francophones de l'Ontario, du Manitoba, ou pour avoir une meilleure idée de l'achèvement de tout ça, on parlait des francophones du nord-est des États-Unis, ça n'existe plus, mais pendant longtemps, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de francophones dans le Massachusetts, dans le Vermont, tout ça, ils parlent tous anglais. En Louisiane, aujourd'hui, presque pas de français non plus. Bon, les exemples extrêmes sont aux États-Unis, évidemment. Bon, en français, au Canada, ça va être beaucoup plus long avec l'assimilation, mais le mouvement est là. Okay? Alors, c'est pas une... Alors, la durée, je ne sais pas. Ça va prendre quelques siècles, quelques générations, je ne sais pas. On ne saura pas, c'est ça. Mais selon toi, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Je voudrais que ça ne s'éteigne pas. Et j'aimerais qu'on se dise que oui, il y a un risque. Et là, ça nous ramène à ton début notre début de conversation. Pourquoi je vais quand même me forcer à dire « il joue » plutôt que « il joue », même si je viens de dire que ce n'est pas grave? C'est parce que je veux préserver cette langue française-là. Wow. Pourquoi? Oui, je me permets de dire « il plug », mais je vais quand même cultiver un français qui ne va pas trop emprunter à l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est comme, tu sais, c'est l'histoire de la grenouille qui est dans le bol qu'on fait chauffer. Tu connais l'histoire. Elle ne se rend pas compte qu'à un moment donné, elle est en train de bouillir, mais il est trop tard quand elle s'en rend compte. Pour la langue, c'est la même chose. À un moment donné, un mot, c'est pas grave. Un autre mot, c'est pas grave. Le français est capable d'absorber plein d'emprunts. Le français absorbe des emprunts à l'anglais, à l'italien, aux langues autochtones. Bon, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, il vient un point de bascule où est-ce que si on laisse entrer tous les mots anglais, par exemple, sans aucun filtre, sans aucun effort conscient pour préserver le français, on ne parlera plus français. C'est dangereux. C'est au même titre que l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est un petit peu ça. Tu sais, pourquoi que quand on est jeune, puis quand je parle jeune, je ne parle pas de 10 ans, mais quand on est jeune, des jeunes adultes, plus ça va aller, plus les gens sont conscients de qu'est-ce qu'ils ingèrent, quel exercice qu'ils font. Le pourquoi, c'est qu'à ça, ils savent que si tu ne fais pas ça à 20 ans, ben, même moi, je m'envoie sur mes 42. Écoute, on change pas mal d'âge en même temps, toi et moi. Là. Parce que, by the way, petit fun fact, moi et François, on est nés le 4 octobre tous les deux. Pas la même année, mais le 4 octobre tous les deux. Pas la même année, non. Même âge, même date que notre grand-père. Le grand-père paternel. Léo, qu'on salue. Léo, exactement, qu'on salue d'en haut. On est nés le 4 octobre tous les trois. Donc, ça fait très spécial pour ça. Mais ça, pour dire, moi, je vais avoir 42 cet automne. Puis même moi, il y a des affaires que je ne savais pas. Dans le temps, on recule, mettons, quand j'avais justement 20 ans, des affaires que je ne savais pas. C'est un petit peu ça, c'est de prévenir pour guérir. J'aime beaucoup ton analogie. Ben, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est qu'une cigarette, ça fait pas mal, mais à un moment donné, il est rendu trop tard. Exactement. La nature, même affaire. Tout le monde, il y en a beaucoup qui pensent que mais je ne ramasserai pas le papier de bâton qu'il y a à terre. Je suis d'accord que c'est juste un papier. Mais si tout le monde ramasse un papier qui est à terre, la pollution va en avoir beaucoup moins. Comme on vient de parler, l'exercice physique, n'importe quoi. Si tu peux dire, ouais, mais moi, je suis correct de même, je ne fais pas dans le bon point. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, il n'y a pas juste le poids dans tout ça, il y a aussi ta pression, le diabète, tu nommes tout, le paquet d'affaires. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un diététiste, quoi que ce soit, mais tu sais, qui fait que si tu ne fais pas attention, quand tu as 60 ans, tu vas peut-être commencer à avoir des problèmes que tu aurais eu à 85 si tu n'avais pas fait attention. Nomme-les toutes. C'est dans n'importe quoi. C'est comme ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que la langue française, c'est un petit peu ça qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas éviter l'inévitable. On va dire ça même. Dans le sens qu'il y a certains mots qui sont comme même toi, tantôt, tu as dit plugger parce qu'il y a certains mots qui ont j'aime pas de dire comme ça, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils ont leur place. Ils ont leur bon timing. Ils ont leur bon. L'important, c'est de le plugger à la bonne place. Oui, c'est ça. Tu plugger à la bonne place. C'est ça. Quand tu plugger dans le bon spot. Oh. Comment angliciser une phrase? Hein, mais c'est ça pareil. Je pense que quand on tombe conscient de ça, on fait automatiquement notre part. On parlait tantôt de quand j'instruis quelqu'un sur le café, quand tu instruis quelqu'un sur le français, non pas pour le reprendre, mais pour l'instruire. Ouais. C'est la bonne chose. Je pense que la langue française va être pareil parce que, comme je dis, je suis le premier à bâcher un peu mes mots des fois. J'ai pas le même parler que toi. Pourtant, on a quand même une culture,
bon, oui, tu as plus d'éducation, tu as plus d'expérience aussi dans le C'est domaine, ça, tout, oui, et ainsi de suite. ça, j'ai consacré ma vie à ça. Je ne m'attends pas à Exactement. ce que les gens parlent de la même façon. Remarque, en passant, je n'ai pas l'impression de parler un français exceptionnel non plus, ce n'est pas la question. Tu as un très beau parler, on va te le j'ai dire. choisi mes mots. C'est Parce que c'est ma passion, encore une fois. Puis j'aime beaucoup ton parallèle avec, mettons, l'alimentation ou l'écologie, mais pour l'alimentation en particulier, on peut parler d'hygiène. Moi, j'ai envie de te parler d'hygiène linguistique. Oui. Parce que la question aussi, je reviens à ma question du début, c'est la culpabilisation, l'humiliation. Tu ne parles pas le bon français, il faudrait que tu. Depuis tantôt qu'on parle du mot plugué, puis je ne suis même pas sûr de comment je le remplacerais en français, fait. Ouais. Là, tu sais, bon. Alors, il ne faut pas axer ça, il ne faut pas axer ces questions-là là-dessus. Il ne faut pas que tu dises à quelqu'un, regarde, tu as dit un mot anglais, il faut que tu trouves une façon pour le dire en français. Il faudrait en fait. Tu vas l'écœurer. Ben non, c'est ça. Mais la question, par exemple, c'est que dans un contexte où, oui, on est en train de s'angliciser beaucoup, oui, qu'est-ce qui fait que tu as dit coller la chatte en passant? Ça vient d'où, cette expression-là? Tu penses, où tu as appris ça? OK? C'est une bonne question. OK? Tu ne pourras pas dire j'ai vu ça dans tel film à tel moment. Mais pourquoi tu l'as dit spontanément comme tu l'as dit? C'est parce que tu l'as entendu. Et plus qu'une fois. Okay? Si tu vivais en France, probablement tu ne l'aurais jamais dit. Pourquoi? Pas parce que tu serais plus brillant, parce que tu ne l'aurais jamais entendu. De la culture dans laquelle je suis. Alors, ça, c'est très important. La langue, j'ai dit tantôt, on n'invente pas la langue qu'on parle. Comment est-ce qu'on apprend une langue? C'est par imitation. L'enfant, il répète les mots. D'ailleurs, tu as un enfant qui est en train d'apprendre à parler. C'est vraiment comique. Tu vas l'entendre dire des fois des expressions qu'il a entendues chez les adultes. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est très comique. L'enfant qui apprend à parler, c'est extraordinaire de voir ça. Ah oui, alors, on apprend par imitation. Oui. Mais à ce moment, c'est ça, tu me dis ça, puis c'est hyper drôle. Parce que Nolan, il est rendu au point qu'il dit beaucoup de mots collés. Il y a eu un temps, c'était un mot. Il a dit beaucoup. Là, c'est drôle parce que là, on te fait répéter. Si on fait des niaiseries, c'est papa coquin, papa coquin. Lui, il ne sait pas c'est quoi, puis on rit tout, on fait le geste avec, on fait papa coquin, maman. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce qui c'est que dans telle circonstance, on dit tel mot, même si c'est pas qu'est-ce que le mot veut dire. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Puis d'ailleurs, apprendre une langue étrangère aussi, on sait, la meilleure façon, c'est l'immersion, c'est d'aller dans un milieu où ça parle anglais ou l'autre langue. Et puis là, tu vas apprendre par imitation. C'est très important, on apprend par imitation. On n'invente pas la langue. C'est super important de répéter ça. Donc, caler la shot, comme tu as dit tantôt, d'où ça vient? Tu ne sais pas, tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Mais il y a une chose de sûre, tu l'as dit parce que tu l'as entendu. Okay? Pas juste une fois. Alors là, l'hygiène linguistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrange-toi pour entendre des choses en français le plus possible, pour lire des choses en français le plus possible. Ça, c'est une hygiène. La même façon que tu vas dire, moi, ça me dérange. Moi, j'aime bien la poutine, OK? Mais j'en mangerai pas tous les jours. C'est important que je mange des légumes aussi. Mais pour la langue, c'est la même chose. C'est pas grave d'écouter des films américains, évidemment. La musique anglaise, n'importe quoi. La musique anglaise, ça, c'est bien. Mais écoute-en de la musique en français. Écoute-en de la chanson française pour arrêter de dire qu'en français, rien d'intéressant. C'est pas vrai, va en chercher. Il y en a des chansons françaises magnifiques. Okay? Oui, tout à fait. Lis des livres écrits en français, soit au Québec, soit en France. Ne lis pas uniquement des livres en anglais. Ne lis pas non plus des traductions. Ça, c'est le traducteur qui parle. Si tu lis une traduction, tu lis une langue artificielle, malheureusement, à moins que ce soit un excellent traducteur et encore. Donc, et ça, c'est une hygiène de vie. Okay? C'est très, très facile dans le monde nord-américain d'écouter juste des émissions en anglais, des films en anglais, des livres, lire des livres en anglais, des livres traduits. Puis, qu'est-ce qui me reste? La radio, peu importe. Les podcasts, il y a plein de podcasts en anglais qui sont super passionnants. Mais moi, je parlais d'hygiène, je me force. C'est pas forçant pour moi, mais je me donne comme règle de vie, comme hygiène, d'écouter des podcasts en français, québécois ou français. Pourquoi? Pour me faire rentrer des mots français dans mon cerveau pour que quand c'est le temps de parler, j'ai ces mots-là à ma disposition. Oui. Comme traducteur, c'est important professionnellement pour moi aussi, évidemment. Un jour, on fera un podcast la traduction comme telle, parce que c'est passionnant, on parle juste de la langue comme telle. Mais c'est très important, cet aspect-là. Alors, pourquoi tu as dit calling the shot? C'est juste parce que tu l'as entendu. Donc, si tu veux préserver le français, comme on a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de chaque fois que tu trébuches sur un mot anglais, de chercher comment tu le dirais en français, la partie est déjà perdue si tu es rendu là. Okay? Il faut que tu aies les mots français à ta disposition quand c'est le temps de t'exprimer, de parler. Et pour ça, il faut que tu fasses rentrer des mots français dans ta tête. Et pour ça, il faut que tu écoutes des podcasts en français, des émissions en français. Heureusement, je veux dire, le français, c'est quand même une langue où il dit pas mal de choses intéressantes encore aujourd'hui. Oui. Je ne veux pas parler contre le hongrois ou contre le finnois, mais il reste quand même qu'en français, on est pas mal équipé. Là. Il y a des livres francophones que tu peux lire, que tu peux acheter sans problème, des revues, etc. Donc, c'est juste de faire le petit effort, de cultiver cette partie-là en français pour que le français, excuse-moi, tu me dis quelque chose, mais je vais raconter une petite anecdote qu'on peut trouver sur YouTube aussi, qui est fascinant, notre premier ministre, Justin Trudeau. C'est un petit clip qu'on peut voir sur YouTube qui dure à peine 1 minute ou 2. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça.
Ça m'a flabbergasté, tu me permettras le mot, quand j'ai lu ça. Alors, quand j'ai entendu ça, c'est Justin Trudeau qui dit en anglais, c'est facile de parler en anglais. Parce qu'en anglais, tu pitches des mots ensemble puis ça fait une phrase. Tandis qu'en français, c'est beaucoup plus difficile. Il faut que tu penses à ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est le premier ministre, je ne sais pas trop s'il est francophone ou anglophone, qui dit ça. Mais c'est fascinant, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement, l'anglais est plus simple et plus facile que l'anglais. Tu parlais tantôt des musiciens qui vont des fois écrire en anglais parce que c'est plus facile. Mais pourquoi? La question, c'est pourquoi Justin Trudeau a-t-il l'impression, parce que c'est une impression, qu'il peut pitcher ses mots en anglais puis qu'il se mette dans le bon ordre tout seul? Il ne se met pas dans le bon ordre tout seul. C'est parce qu'il pense en anglais, il vit en anglais et c'est sa langue maternelle. Comme moi, quand je parle en français, je ne suis pas en train de réfléchir dans quel ordre je vais mettre mes mots. S'il a besoin de réfléchir en parlant en français, c'est juste parce qu'il vit dans un monde anglophone et puis un francophone qui connaît juste le français comme langue, parce qu'il va dire « Ah là, c'est plate, j'ai de la misère à parler. Il faudrait bien que j'apprenne l'anglais pour que j'aie plus de facilité à parler. » Non. Je veux dire, un Finnois va parler finnois parce que c'est sa langue maternelle, un Hongrois, même chose, etc. Donc, ce n'est pas la langue qui est difficile ou facile, c'est que lui, il vit dans un milieu anglophone, donc les mots se mettent tout seuls dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un milieu anglophone. Donc, pour nous, quand on est dans un milieu hybride, on parle français au Québec, mais on est beaucoup, beaucoup entouré de l'anglais, comme on a dit tout à l'heure, c'est important de se mettre des mots puis des phrases, pas juste des mots, des phrases en français dans la tête pour avoir ça à notre disposition, pour que ça devienne, que ça reste spontané quand on parle en français. Donc, il faut se donner ces outils-là. Ça revient au début du podcast. On parle de 10 000 heures pour parfaire un art. C'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire tout ça. Là. Tu sais, puis là, on parlait tantôt, je faisais des faces en disant que 40 heures semaine, 2000 heures par année, ça fait 5 ans. C'est pas ça. C'est juste de cultiver, que ce soit 2 heures par semaine, que ce soit 2 heures par semaine. Puis on ne parle pas de parler français, parce que parler français, on parle plus que 40 heures, mais je parle de s'impliquer dans cultiver la langue française, ne serait-ce que 2 heures par semaine. Mais au pire, ça pendant 20 ans. Mais au moins, à chaque fois, comme si tu vas avoir le petit réflexe. Tu sais, au même titre que quand on marche, on apprend à marcher. Au début, c'est de penser comme il faut, de mettre le pied gauche. Puis si je mets trop un par-dessus l'autre, je vais peut-être manquer d'équilibre. Tu sais, c'est des essais-erreurs. Avec le temps, c'est un petit peu ça aussi, qui est avec la langue humaine. Ça va, la langue humaine, la langue française. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a un petit peu ça qui s'en vient, mais je pense qu'on parlait tantôt, c'est intimidant. Quand quelqu'un dit on va finir bientôt là-dessus, mais dans le sens que moi, il y a une des amies à ma blonde, un moment donné, qui disait Sébastien, ses photos, il fait du beau stock. Là, Karine, elle dit ouais, mais combien de temps tu penses qu'il met? Des tutoriels qu'il écoute pour faire ça, puis le nombre de shots qui s'amusent en bas à faire juste déjà le nombre de photos que j'ai, c'est ridicule. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas été nulle part. Il y a beaucoup de vidéos qui n'ont pas été nulle part parce que je me pratique beaucoup, j'en fais beaucoup. Mais je vais tout le temps apprendre. Puis là, ça revient vraiment à ce qu'on a dit il n'y a pas si longtemps. Ça va tout le temps évoluer. Fait que, il ne faut pas s'arrêter à se dire il faut que je fasse 10 000 heures de telle affaire pour être bon. Non, c'est pas ça. Il faut en faire. Il faut juste en faire. Le 10 000 heures, je pense, c'est un certain barème, dans le sens que tu ne peux pas, à part que si tu appelles Wayne Gretzky ou quoi que ce soit, que tu as un talent inné. Puis même Wayne Gretzky, il n'a pas eu la première rondelle dans sa palette, puis il n'a pas été un dieu du premier coup. Il a dû apprendre à patiner, apprendre à manier. Je parle de Wayne Gretzky, mais ça fait la même affaire avec Derek Jeter, n'importe quel Michael Jordan. On pourrait tous les nommer. Mais le point est que même ces personnes-là qui sont extrêmement douées dans leur métier, parce qu'on s'entend que c'était les plus grands de certains sports, ils en ont fait des tirs, puis ils en ont fait des pratiques, puis ils en ont passé des nuits blanches à pratiquer, puis à aller. Fait, je pense que le français va être la même affaire à long terme. Vu que ça évolue tout le temps, c'est important j'aime comment tu le dis, de le cultiver, de faire comme une plante, de faire comme on parlait de la forme physique, la même affaire, on veut cultiver notre corps, on veut l'entretenir. Fait que je pense que pour l'entretenir, la langue française, c'est juste de ne pas l'oublier. On est dedans, puis c'est vrai que c'est une belle langue. On ne se le cachera pas, c'est une très belle langue. Beaucoup de monde nous envie, les Français, francophones, Québécois. On a une belle langue, sexy. Moi, il y a un temps, je divague, mais c'est un petit peu dans le même sujet. Il y a longtemps que quand je parlais anglais, je me forçais à parler anglais. À un moment donné, j'ai vite compris que je parlais à quelqu'un justement qui me disait, ça se voit. Même le francophone qui parle, qui est en immersion, puis qui est vraiment rendu 100%, en guillemets, anglophone, il va avoir son petit accent quand même francophone. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, l'important, là, tu sais, qu'on parlait tantôt de baleine, l'anglais qui va me parler, puis il veut dire pillow, mais il n'est pas capable de dire oreiller, il cherche, puis à un moment donné, you know the pillow, OK, un oreiller, on finit tout par se comprendre. Fait la même affaire, j'ai appris à un moment donné à faire comme, c'est pas grave si je parle pas l'anglais parfaitement, tu sais, je vais parler, fait le français a sa place. Ultimement, c'est une belle langue qui mérite, je pense, d'être cultivée.
Puis au lieu de justement lancer la serviette en se disant c'est peine perdue, dans 500 ans, François, il a dit qu'il n'y aura plus de français au Québec. C'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça du tout qu'on dit. Je pense que le but, c'est juste de la cultiver, de prendre conscience. Puis ça, j'ai aimé ça, puis c'est ce que je vais retenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qu'on a parlé. Plein d'autres affaires, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on se parle, je pense que tu m'apprends quoi de nouveau. Fait au-delà de tout ce qui est côté historique de l'histoire, je pense que je veux beaucoup garder le côté cultivé. Savoir pourquoi. Pourquoi qu'on dit blog? Pourquoi caller the shot? Pourquoi? Je ne dis pas qu'à chaque fois, je vais m'arrêter parce que comme dit, si tu t'arrêtes à ça, la guerre est perdue d'avance. C'est pas ça, c'est au fur et à mesure de mettre les bons mots aux bonnes places. L'anglicisme, de le mettre à la bonne place. Fait que je pense que de tout ça, ce qu'on peut retenir, c'est de cultiver notre belle langue française. Puis de l'aimer surtout. C'est vraiment important parce que ton histoire de 10 000 heures, ça peut vraiment faire peur au monde. Oui, c'est ça, c'était 10 000 l'analogie avec la photo tient plus ou moins la route parce que je sais qu'il y a des gens qui vont entendre ça puis ça va leur faire peur parce qu'ils vont dire, ben là, à la limite, moi, si je ne suis pas bon en photo, j'ai un cap en faire. Tandis que la langue, on ne peut pas s'en passer. C'est ma langue. Je suis obligé de la parler, de l'écrire, tout ça. Donc, il faut que je mette autant d'énergie sur la langue que Sébastien a mis sur la photo. C'est pas juste, OK? Ça ne marche pas. Donc, c'est important de relativiser ces choses-là. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de la version de normes, puis variété, puis diversité, puis tout ça. Continuez à parler la langue telle que vous la parlez. C'est pas dramatique, OK? C'est pas... oubliez l'idée des fautes, puis ça. Mais, encore une fois, effectivement, cultiver, c'est le mot-clé. Alors, il ne s'agit pas de se donner un programme pour justement atteindre ton 10 000 heures en X temps, en supposant d'ailleurs que tu vas maîtriser la langue française parfaitement après, ce qui ne sera même pas le cas. Tu sais. Mais c'est une question d'aimer la langue. D'abord, on va commencer par arrêter de perpétuer des lieux communs sur la langue, comme quoi le français serait une langue difficile, serait une langue exigeante, serait une langue ardue. On parle en français, toi puis moi, puis franchement, on ne s'est pas forcé tant que ça. C'est pas si forçant que ça. Mais on a utilisé des mots anglais, oui, mais on s'est quand même compris. OK? C'est très important. Mais moi, quand même, je continue à cultiver la langue française pour choisir le mot juste. Tantôt, en passant, tu as dit « je divague » alors que tu voulais dire « je digresse ». Alors, c'est intéressant, mais je t'ai compris quand même. OK? Mais là, l'amour du mot juste, c'est ça. OK? C'est que tu dis, oh, là, il a dit divaguer, mais je pense que je voulais dire je digresse parce que je faisais comme une parenthèse. Oui. C'était une digression, c'était pas une divagation. Okay. Tu divagues régulièrement, mais c'est un autre sujet. OK. Alors, tu sais, mais c'est pas grave. Je t'ai compris, c'est ça. Je t'ai compris. Mais il reste quand même que maintenant que tu le sais, tu vas faire la distinction entre les deux. Mais ça, c'est le fun, encore une fois, pour utiliser un mot québécois, c'est le fun de connaître la distinction entre deux mots qui se ressemblent, puis dire, OK, le mot juste, quand je veux dire ça, moi, le mot, c'est digresser, c'est pas divaguer. OK, je vais le retenir. Puis la prochaine fois que tu vas dire le mot digresser, tu vas être content. Ben oui. Tu vas aimer ça. OK? C'est ça qui est important. OK? C'est pas juste wow, j'ai évité une faute, puis là, je vais pouvoir reprendre la personne qui va dire divaguer parce que je suis meilleur que lui. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu vas vouloir dire cette idée-là de faire une parenthèse, tu vas dire je digresse, c'est une digression. C'est pas une digression, on entend souvent ce mot-là aussi. Et non régression non plus. Régression non plus. Okay. On n'est pas loin, mais. Il faut juste s'arrêter sur le plaisir que tu vas éprouver à utiliser le mot juste. Wow. Puis là, tu n'as appris un aujourd'hui, tu vas en apprendre un autre demain. Je reviens à ce que je disais tantôt, écouter des podcasts en français, lire des mots. Ouais. Et puis, quand tu écris aussi, prends la peine de chercher l'orthographe du mot. C'est tellement facile aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai grandi à une époque où il fallait ouvrir le dictionnaire et connaître l'ordre alphabétique pour aller chercher comment tel mot s'écrit maintenant sur Internet. Tout ça, tu as le caractère orthographique. Donc, c'est pas forçant d'aller chercher on l'a au bout des doigts, effectivement. Exactement. Ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai qu'à ça qu'on a plus. Tu n'as plus de raison de ne pas vouloir. Avant, comme tu dis, effectivement, tu dis un mot en ré, mettons. Tu R-E, tu R-A-Y, tu R. Tu sais, il y a un paquet d'affaires, tu R-H-E peut-être. À ça, tu l'écris, puis il va te suggérer déjà. Ouais, tu vas, OK, c'est avec un I et non un A. Mais avant, effectivement, toi, tu l'as appris à la dure. Là. Tu l'as appris avec mon père qui te donnait 7 lettres des plus dures, puis fais un mot avec ça, petit gars. Tu l'as X, Y, Z, vraiment avec ça. Bonne chance. Tu sais, c'est ça, c'est très différent. Mais non, regarde, c'est de cultiver. François? C'est toujours. Écoute, on ne se parle pas assez souvent. Honnêtement, on ne se parle pas assez souvent, mais c'est tout le temps extrêmement plaisant. Fait que, sur ce, donc, on dit donc. Non, sur ce, c'est ça, c'est un petit wrap-up. J'ai ça. Là, quand je suis avec toi, je dis un wrap-up, puis je me sens mal de le dire. Mais bon. On pourrait dire ça, une récapitulation, une conclusion. Une conclusion. En conclusion, ben oui, c'est facile. Facile, hein? En plus. En conclusion, la langue française, aimez-la. Je pense que quand on va l'aimer, on va l'apprécier à sa juste valeur, ça va juste être facile de la faire continuer et de la faire survivre. On peut dire ça, rendu un stade de se poser la question si dans 500 ans, la langue française va être encore ici. Fait que c'est notre façon à nous de faire attention ici et là, va permettre à moi, Nolan, d'apprendre le bon français à toi, à tes enfants. Ben, je sais que tes deux gars et ta fille, ils ont été élevés là-dedans. Sylvie parle très bien français aussi. Fait qu'ils ont été élevés là, mais leurs enfants, eux autres, de bien
de bien rentrer dans cette belle langue française qui est le français, c'est d'y faire attention. C'est juste d'y faire attention. Quand tu aimes quelque chose, quand tu es passionné de quelque chose, automatiquement, tu y fais attention. Fait que de la chérir, d'y faire attention, c'est le meilleur moyen. Arrêter de la dénigrer aussi. De la juger, effectivement. Puis, c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter de s'en faire jeûner des fleurs du tapis, comme on dit. Là, il y a une personne qui a dit « joue, c'est pas si pire que ça ». Comme on vient de dire, c'est un petit peu ça le but. Puis c'est pour ça que je voulais te parler, François, par rapport à ça. C'était le but aujourd'hui de démystifier tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé à la langue française, que finalement, il n'y a rien arrivé à la langue française. Elle fait juste évoluer, elle fait juste s'adapter. J'adore ça. Pour tout le monde qui veut avoir plus de renseignements sur l'épisode, gênez-vous pas, le No Show sur Spotify, sur Apple Podcasts, on est facile à trouver. Encore là, le No Show, petite parenthèse, c'est pas loin d'être un anglicisme, à part le show, peut-être. No, qui est tout simplement, c'est comme le surnom, ça a resté pour le No Studio, qui est mon entreprise de photos, c'est le No Show. Le No est une appellation que j'ai trouvée du japonais, qui est le un type de théâtre. Peut-être. Le no, oui. Ça, je ne peux pas dire, mais je sais qu'à la base, le no est une habilité, un talent qu'on se découvre. Puis moi, tout ce qui est ça, c'est avec le temps que j'ai parfait ça. Et no, automatiquement, ça se trouve être le diminutif de Nolan, qui est pour mon fils. Donc, c'est ça. C'est pas une question de no show en anglais. C'est vraiment, ça sonnait bien en plus, le no show. Donc, sur ça, si vous voulez me trouver, le no show, facile à trouver. François, ça a été un plaisir, encore une fois, de discuter de tout ça et beaucoup plus, parce que comme j'ai dit avant, on s'est parlé beaucoup, puis je pense qu'on n'a pas fini la discussion hors podcast. Un plaisir. Puis j'espère qu'on va en faire un bientôt. C'était réciproque, puis j'attends que tu colles la prochaine shot. Fait que sur ça, bonne fin de journée tout le monde. Gênez-vous pas, commentez, aimez, partagez surtout. C'est ce qui fait la grosse différence de nos shows. Je vous dis merci et on dit à une prochaine fois. Peace.